Yes. Trop bien. Bon, on va bien parler pendant cet épisode. Yes, Je pense sir. qu'il est temps de lancer le podcast. Tu veux le faire avec moi? Yes, sir. Bienvenue tout le monde. Hello. Aujourd'hui, un invité très spécial. Tous mes invités sont spéciaux, mais ici, on a le premier invité du show, du premier invité du podcast. Je suis ici avec Maroun. Monsieur Maroun Risque, comment ça va? Ça va bien. Et toi, Lucas? Ça va super, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir une autre fois, une deuxième fois sur mon podcast. Oh, ouais, moi aussi, tu sais, j'étais très excité. Quand je revenais, j'étais en train de courir toutes les Ah rues. ouais, trop bien. J'avais trop hâte d'arriver, honnêtement. Trop bien. Ouais, accrochez-vous bien pour ce podcast, parce que c'est pas un podcast, pour cet épisode plutôt, on va pas de restrictions. On était en train de parler de restrictions, mais là on peut parler de ce qu'on veut. Ouais, On n'a pas de sujet. Nos conversations souvent ça tourne à des sujets super profonds, super philosophiques, ou Ouais, alors c'est... super intellectuels. Vous verrez, nous-mêmes on sait pas de quoi On on va sait pas parler. ce qu'on va parler. Mais ouais, on est là, on y va. C'est je crois c'est le 16e épisode. Ça fait une saison. Quand Ça même. fait une saison d'une série là. En Ouais. vrai les séries c'est plus 18, peut-être 20 des fois. Ça On va dépend. en faire d'autres. Ça dépend aussi, ouais. Ouais. Les animés, c'est plus Ouais, 12 j'ai fait plus de 24 heures je pense. Ah peut-être pas. Je vais les faire les 24 heures de... de podcast. Ouais. Ouais, quand même. Ouais. On y J'ai va. entendu parler que 21 épisodes et plus, c'est que 1% des podcasts. Il y a que 1% des podcasts qui ont Wow. 21 épisodes ou plus. Waouh. Je serai bientôt dans le 1%. C'est bien ça. Je suis c'est content, bien. je suis vraiment Wow. content. Ouais. Puis aussi, c'est... Les podcasts, ils avaient commencé comme but d'apprendre à connaître le français et puis les différentes formes que ça a. Ouais, Puis comment ça se manifeste dans les gens qui viennent de ces endroits qui en parlent. Comment est-ce que tu as évolué de cette très partie-là bonne question, monsieur. Très bonne question. Au freestyle? Parce que juste, je rappelle rapidement pour ceux qui nous découvrent sur ça, enfin qui me découvrent sur ça, pour le coup. C'est un podcast pour les gens qui apprennent le français, pour les gens qui veulent en savoir plus sur la culture francophone. Pas que la France en général, parce qu'on parle français partout. Premier invité, c'était Maroun qui nous a parlé du Liban, de sa relation avec le français. Et comment ça a évolué? C'est toujours le même principe, c'est juste moi qui ai évolué. Ok. Je me suis un peu détendu, et genre les discussions étaient de plus en plus longues, de plus en plus tranquilles, tu vois. Je voulais garder les épisodes à 20-30 minutes. Mhm. Puis les gens en voulaient plus de ce qu'on m'a dit. Ok. Et de mes amis qui écoutaient, qui m'ont donné du feedback. Donc je me suis un peu plus laissé aller. Et puis je pense que c'est toujours le même principe. Ok. Faire découvrir le français, mais de façon vraiment transparente et, Ok, et ouais. naturelle. Plus, Tu vois. plus chill, qui Ouais, c'est voit ça. plus... J'ai gardé le principe d'expliquer les mots, Ok. tu vois. D'éviter les anglicismes. Mais en vrai, si t'en fais, tranquille. Ouais. Mais J'ai on est là, tendance je- à en faire. Je suis Mais désolé, c'est pas guys. grave, c'est parce que tu habites ici. Yes. Et c'est comme ça à côté, mais ouais, voilà, c'est comme ça que ça a évolué. Ok. Puis là, je tease un peu. Alors, teaser en français, merde. Je donne un peu un aperçu de la suite. Ouais. La deuxième saison, ça sera moins porté sur ça. Je vais lancer des épisodes solo, Ok. des petits reportages peut-être en Mhm. podcast. Des petits reportages sur de l'histoire, sur des... Je sais pas. Ah oui, ça serait nice. J'aimerais vraiment être libre créativement et continuer ce concept, mais voilà. Il y a une créatrice sur YouTube qui travaillait justement avec un peu le style des podcasts, mais pour apprendre le grec, pour enseigner le grec, ce qu'elle faisait que j'avais adoré, elle créait des histoires. Donc elle écrivait des histoires qu'elle après enregistrait et puis aussi montrait avec des images, qu'elle montrait puis elle disait, ok, donc cette histoire, ça devrait être à peu près ce niveau-là. Puis puisque c'était très unique à elle, c'était très important pour moi d'écouter ces histoires de elle seulement, même si c'était pas un grand canal sur YouTube, c'était quand même très spécial pour moi d'avoir cette personne si créative et C'est quoi qui le aime. nom de... C'est quelque chose Hellenica. Ok, ça doit être facilement trouvable. sur Ouais, YouTube, mais je t'enverrai le lien Avec plus plaisir, tard. Et avec puis plaisir. c'est très très intéressant. Puis je dirais que ça serait très cool parce qu'elle parle à la fois de l'étymologie des mots et leur histoire, donc l'impact de Avec certains le grec mots. en plus, tous Oui, les exact. mots qui viennent du grec. Exactement, donc il y avait des mots qui avaient un impact ou comment exprimer des émotions spécifiquement qu'on peut que exprimer en grec. Mais aussi elle parlait de l'histoire de la Grèce en grec, avec C'est tout en grec, hein. toujours grec, ouais, c'est ça. Son but c'était vraiment d'enseigner le grec.
Donc, Mais en faisant autre chose, quoi. et oui, exactement, mais surtout d'enseigner la culture grecque. C'est pour ça qu'elle faisait en sorte de toujours inclure la culture dans tous les contextes C'est génial. qu'elle mettait. Ouais. C'est génial. Puis si tu mettrais des histoires, j'imagine que se rapprocherait un Ouais, peu ouais, moi j'aimerais. de ça. Bon, après, là je m'avance, hein. On verra ce que c'est, mais ouais, j'ai plein d'idées. Continuez à suivre. Suivez-moi sur Spotify. Si vous pouvez noter, c'est cool. Yes. Sur 5, mettez une petite note. Et ben, ce sera peut-être plus sur YouTube par contre, parce que ma chaîne YouTube, ça se sépare un peu du français là. Ok. Mais ouais, grosse aventure. Et toi, c'était quand? C'était en mars qu'on a tourné? Oui, je pense que c'était en mars quand même. Tu veux nous. Un update Ouais, rapide. petit update rapide là. Ok, beaucoup de choses. Faut que vous sachiez. Ma vie est très tumultueuse. Je teste beaucoup de choses. Je fais du bien, du mal. Puis après, j'approxime toujours quelques solutions. Donc, vite fait, euh, j'ai fini mon semestre ayant appris à faire toutes les fautes possibles et imaginables dans un semestre en prenant beaucoup trop. Puis après, j'ai travaillé durant l'été. T'avais Euh, quoi? J'essaie de me rappeler justement. J'ai tutoré beaucoup durant ce temps. Puis j'ai beaucoup travaillé sur un business. J'ai essayé de lancer mon propre business qui se relie directement à l'apprentissage. J'ai aussi travaillé dans une poissonnerie. C'est une expérience très très cool. Je pensais pas aimer la poissonnerie tant que T'as ça. aimé? Oui, j'ai Trop adoré cool. parce que je trouvais que c'était très pratique de pouvoir genre nettoyer le poisson et puis savoir comment l'assaisonner moi-même. Et puis puisque je savais pas cuisiner du tout, pour moi c'est comme un de ces Expérience de vie. c'était un outil utile. Genre disons je suis en camping, je pêche du poisson, je pourrais le faire moi-même Trop stylé. maintenant. Enlever Donc, le débioté. exactement. Enlever les organes, c'est ça? Exactement. Donc ça c'était quand même cool comme expérience. Je me suis fait mal à l'épaule très tôt, milieu de mon été, donc j'ai pas pu faire plus de sport que ça. J'ai quand même rencontré ma passion avec le foot européen, pas le foot. Le soccer. Ouais, le soccer comme on dirait au Canada. J'aimais pas ça initialement, mais j'ai essayé une ligue avec le scout pour m'approcher d'eux, puisque je pensais que ça aiderait la cohésion. Et oui, ça l'a aidé Bah, énormément. les sports d'équipe, c'est bien pour Puis ça. j'ai fini par adorer le sport. Donc là, j'ai trop hâte de reprendre. Cool. Puis c'est ça. Puis après, j'ai arrêté le business qui était supposé être sur l'éducation parce que j'ai réalisé que j'avais beaucoup de problèmes avec la technique derrière. Donc c'était plus orienté vers construire de la technologie qui optimiserait l'éducation. Et j'avais commencé avec une très grande vision de le faire pour tous les cas possibles et imaginables. Donc un système généraliste pour tout le monde. Puis après, j'ai réalisé que c'est moins efficace, puis ça prend beaucoup trop de ressources que je n'ai pas. C'est très ambitieux. Et ouais, mais quand même, j'ai appris toutes les choses qu'il fallait apprendre au début quand tu commences à faire une entreprise. J'ai pu apprendre ça. Donc là, je me sens beaucoup plus prêt à relancer cette idée dès que j'ai les compétences nécessaires. Ouais. Puis une de ces compétences, c'était justement d'être meilleur en tant qu'ingénieur et en tant que Parce que, optimisateur de ouais. système. Il fait des études d'ingénieur. D'ingénierie en génie physique. Exactement. Voilà pour. Et puis, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un ingénieur physique? Un Vas-y, ingénieur tu peux physique, l'expliquer. c'est un ingénieur qui travaille sur l'infiniment petit, la détection de l'infiniment petit, la modélisation de celle-ci, comment l'utiliser. Donc, nanotechnologie, spectroscopie. On parle aussi tous les sensors, tous les capteurs. Incluant mon projet 1 qui était un oxymètre, donc qui capte justement le pouls sur le bout du doigt. Donc quelque chose qui est d'habitude très difficile sans qu'on fasse. Ça a fonctionné? Ça a fonctionné. Bravo. Et puis surtout j'ai fait une simulation. Et finalement la plus grosse nouvelle c'est que j'ai commencé les premiers pas pour travailler avec une équipe de recherche en modélisation mathématique à Polytechnique qui travaille avec le machine learning et les techniques d'optimisation en général. Ils sont bons le Canada pour ça. Ouais. Tu sais que c'est à Toronto que le machine learning a commencé? Waouh. Ouais, c'est à l'université de Toronto. Il y avait un mec. J'ai regardé une vidéo sur ça là, il y a pas longtemps avant que tu viennes. Ouais. Le mec s'appelle Hinton, je crois, un truc comme ça. Ouais, Hilton, ouais. Avec un N, je crois. Je sais plus. Je peux mettre un. Tiens, j'ai mes petits post-it.
mes petits papiers pour prendre des notes. Je vais juste prendre la note pour mettre tous les détails à l'écran parce que je veux pas rater. Recherche Toronto. AI. Mais ouais, le Canada, ils sont forts pour ça. Et je sais que à l'université de Montréal, c'est eux qui étaient pionniers un peu dans la, la traduction de machines. Donc tu vois, ils sont vraiment. Oui, oui. Ouais. Moi, au début, j'avais sous-estimé l'Université de Montréal, puis Ah ouais. Canada en général, en ce qui concerne l'ingénierie en général. Parce que, tu sais, on entend toujours le nom de McGill ou les écoles, les Ivy Leagues, mais on réalise pas qu'il y a beaucoup d'écoles sous-estimées dans leurs Bien compétences sûr. techniques et Bien sûr. puis les domaines de recherche qu'ils font. C'était un grand changement de perspective lorsque j'ai réalisé que les profs dans les universités sous-estimés sont souvent de la même qualité, si pas meilleurs, que les professeurs dans des Ivy Leagues. La seule Mhm. différence, c'est que les écoles où le taux d'entrée est très limité et très compétitif, ça sert comme un filtrage pour les entreprises pour savoir c'est quel profil d'étudiants qui sont rentrés. Mhm. Donc c'était les top achievers Ouais, c'est ça. de leur école. C'est ainsi que se différencie une éducation à UDM ou Polytechnique et une éducation à MIT Ouais. C'est ou juste que c'est Harvard. filtré, ouais. C'est juste que ça prend juste les meilleurs élèves des écoles et que ça donne un certain sens de sécurité aux compagnies qui engagent ces personnes-là parce qu'ils étaient déjà bons. Alors que si tu es dans une université normale, Mhm. la seule différence c'est que tu dois te prouver. Et je pense que c'est meilleur pour toi en tant que personne, dans ton développement, de devoir prouver ta valeur dans le marché, de devoir prouver tes compétences. Ouais, tu dois Ça te rend montrer proactif, qui tu es. exactement. Puis ça te permet d'être plus orienté et discipliné. Parce que tu peux pas dormir sur tes lauriers. Mhm. Parce que tu as déjà été accepté dans une université comme celle-ci. Donc, ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est mon update. Bah, quel update. Très ambitieux, hein. Ouais, ouais, Très ouais, ambitieux. très. Ouais. Puis là, on est passé de général pour l'optimisation de l'apprentissage Ouais. à plus la neurodiversité. Ok. Donc, je vais plus me concentrer vers l'optimisation basée sur la neurodiversité, avoir des systèmes d'études que seuls ou qui bénéficieraient le plus les gens qui ont, par exemple, du TDAH ou encore de la T'allais dire ADHD, je le Ouais, sens. c'est ça. Et C'est puis, ça, c'est la ou de traduction la en anglais, ouais. dyslexie. Oui, Dyslexie. parce que Ouais. un truc intéressant, la dyslexie, ce n'est qu'une compétence accrue dans ta visualisation trois-dimensionnelle. D'accord. Et elle est tellement vive que les lettres, tu les fais sauter dans ta C'est pour tête. ça. C'est juste pour ça. Donc, en fait, c'est une compétence très forte dans un domaine très spécialisé qui est Mhm. la visualisation cérébrale qui, le monde normal n'arrive pas à faire ce niveau de transformation, de translation Ouais, d'objets. ouais. Donc, quelqu'un qui a une dyslexie très très forte, souvent, tu peux lui demander de faire tourner des objets complexes dans sa tête, il va le faire très facilement, alors que ça va être très difficile pour quelqu'un qui a une neurodiversité normale. Intéressant. Ouais. Donc, on peut utiliser ce genre de... On peut optimiser ce genre de cerveau pour qu'il fasse des choses Ou que alors auparavant. présenter le problème d'une façon où il peut mieux Exactement. Où ils peuvent, l'avoir. ça pourrait les aider, ça pourrait optimiser vers leur but à eux. Donc, utiliser leur force à la place de leur dire que c'est une faiblesse et qu'ils Mhm. doivent réduire leurs compétences. Donc, Ouais, non, mais c'est génial, c'est ça. j'adore, je suis derrière ça, Yes. 100%, et je pense que c'est pas assez mis en avant, et puis c'est un peu un seul profil qui est optimisé pour l'éducation aujourd'hui. Et Oui. toi personnellement, t'as des neurodivergences que t'aimerais bien partager avec nous? Oui, ben, rien d'officiellement diagnostiqué. Mais tout semble viser vers ça. J'ai déjà eu un diagnostic informel d'un psychologue que je connais D'accord. qui m'a dit qu'il y a une très grande probabilité que j'ai, je vais le dire en anglais parce que je me rappelle du titre Ouais, comme vas-y, ça, vas-y. ADHD due to hyperintelligence, dans le sens où je suis pas capable de me concentrer parce que je m'ennuie trop vite. Et puis ça a créé des sortes d'habitudes de déficience d'attention. Mhm. Et puis souvent ça a créé aussi un... Non, le ADHD, comme je l'ai compris, c'est un dérèglement dans le niveau de dopamine que tu as dans ton cerveau basé sur les différentes choses que tu fais. Donc ça crée une facilité d'addiction, une facilité aussi de hyper concentration.
Ouais, c'est complètement, c'est la concentration qui est mal répartie. qui est mal répartie exactement, Ouais. et puis ça rend la perception du temps très difficile. Puis j'ai un peu de dyslexie, pas autant que quelqu'un qui en a un cas sévère, mais j'ai plusieurs formes de dyslexie auditive et surtout à l'écrit. Donc souvent je vais flip une lettre, une seule, chaque trois quatre phrases. Surtout quand j'écris sur le clavier, ça apparaît plus parce que j'ai pas le temps de voir ce que j'écris. Je suis en train de le penser. Et donc je le pense à l'envers souvent. Ok. Oh. Parce que je base souvent comment j'écris sur l'écoute Ouais, et l'écoute. puis une image. Mhm. Donc j'ai une image familière du mot et puis je crée comme des variations de cette image familière. Mais si je ne suis pas habitué à cette forme-là, je vais souvent l'écrire mal. Mhm. Je Les me suis nouveaux mots, par exemple, tu as aussi du ça. mal. Ouais. Et je ne me suis pas habitué de réfléchir en termes de conjugaison, de grammaire quand j'écris. Donc, ça me permet à apprendre des langues plus Politiquement, ouais. phonétiquement, comme l'italien, plus facilement. Mais ça rend une langue comme l'arabe impossible. Super dur. Ouais, exactement. Parce que c'est basé vraiment sur la grammaire. C'est très mathématique, l'arabe. D'accord. Ouais, une grammaire très structurée, très rigide. Donc voilà, c'est ça. Ok, bah merci d'avoir partagé tout ça avec nous. T'es ouais, t'es assez impressionnant quand on te rencontre, quand on parle. T'as tellement une énergie quand tu commences à partir expliquer tes idées, c'est trop bien. On sent que t'es vraiment passionné, t'es Ouais, dedans. c'est ça, je suis dedans tous les jours. Ça doit être Je- fatigant, non? Au bout Ouais. d'un moment. Non, non, vraiment, tous les jours, de 8 à 9, je pars à l'université, puis je travaille sur ce genre de choses. Et j'essaye toujours d'orienter chaque action, et j'essaie de me dire comment est-ce que ça m'aide vers ce but-là. C'est pour ça que j'ai commencé à apprendre à programmer du début. Mhm. J'avais aucun intérêt pour programmer, j'avais C'est même... juste pour un hobby, Oui, quoi. ouais, ouais, non, au début, j'aimais pas. Et puis après, j'ai trouvé que ça serait extrêmement utile pour mon but, et là maintenant j'aime. Mhm. Dès que j'ai vu comment ça se reliait à mon but et comment c'est beaucoup plus fort que ce que je pensais, c'est vraiment puissant Ça comme permet de mode. réfléchir d'une Oui, certaine oui, façon. c'est un. La programmation, c'est vraiment les programmeurs, ou plutôt les scientifiques qui travaillent sur la science des ordinateurs, ils se concentrent sur comment optimiser, réguler, modéliser la logique. Et puis comment résoudre des problèmes basés sur la logique. Mhm. Et les raisonnements logiques par eux-mêmes, que ce soit pour optimiser, chercher, déterminer, ou etc., c'est tous des algorithmes qu'on utilise partout, c'est la base de l'apprentissage. C'est l'utilisation efficace de ta logique pour allouer des ressources vers des buts spécifiques. Mhm. Et quand je réalisais que le computer science, c'est vraiment le domaine qui modélise le mieux l'apprentissage d'un mode général, et puis les maths pures qui étaient juste une spécialisation de ça, une version plus théorique, puis l'ingénierie une version plus pratique, ça a changé la façon dont je vois euh, l'apprentissage lui-même, et puis ma formation en tant que personne. Mhm. Donc je suis passé de quelqu'un qui s'était dit faire de l'ingénierie à quelqu'un qui maintenant pense que faire de la linguistique serait probablement plus utile que faire des maths juste appliquées, donc Mhm. que faire des calculs. Donc la linguistique, la philosophie, ça me rendrait une personne meilleure dans l'apprentissage, Ouais, bien un sûr. meilleur appreneur, Bien sûr. que de faire de l'ingénierie sans résoudre des problèmes. Ouais. Et puis même en résolvant des problèmes, ça n'optimiserait pas ma façon de réfléchir, sauf si je fais Tu une penses? introspection. Oui, parce que quand tu optimises des problèmes, souvent tu as déjà des solutions. Donc tu utilises, c'est un peu comme je te donne un puzzle, et puis je te donne les pièces, et je te dis, bon, je te donne des Lego, puis je te dis, je veux cette structure-là. Et puis tu peux la construire comme tu veux, si Mhm. la structure finale est la bonne, tu as résolu le problème. Sans introspection sur ta méthode de résoudre le problème, l'ingénierie ne te permet pas d'améliorer ta résolution de problème. D'accord. Puis avec C'est comme avoir le mode d'emploi. C'est ça, exactement. Et puis avec le développement énorme de la technologie et l'optimisation et l'automatisation de beaucoup des fonctions, l'ingénieur n'a plus besoin d'être si bon que ça dans l'optimisation de la méthode. Donc le Sauf chemin si- est tracé, il doit juste le Exactement, prendre. Ok, sauf c'est s'il ça que part je en pense. recherche. Ok. Ok. Dans le cas où il part en recherche, il est obligé de faire ça.
Mais quelqu'un qui apprend la philosophie et qui ajoute un élément qui s'appelle le transfert de tes connaissances, donc qui ajoute l'élément de toujours essayer d'aller plus loin vers des De sujets faire des différents. connexions, comme on en parlait au début. Exactement. De connecter les idées ensemble et Exactement. créer des Exactement. nouveaux chemins. Tu permets vraiment à la personne de déterminer comment différents problèmes et solutions se relient dans différents domaines. Mhm. Et puis, c'est un peu comme tu as une porte, elle est barrée. Tu n'as pas ta clé. Souvent, tu as plusieurs solutions pour ce problème-là. Et ça, tu peux Appeler le serrurier. C'est ça, appeler le serrurier, être ton propre serrurier, ok? Donc, faire une forme qui ressemblerait à la partie Crocheter la serrure. Exactement. Ou bien encore, si tu connais comment ta serrure fonctionne, tu pourrais juste remodéliser la clé. Bien, j'ai donné cet exemple à un élève en théâtre. Je lui ai dit, imagine que toi, tu étais dans un état d'esprit très dans ton caractère. Tu te sentais bien ce jour-là. Et puis, maintenant, tu es bloqué d'accès à cet état d'esprit. Ben, c'est le même problème que celle de la porte bloquée. Comment est-ce que tu réaccèdes, tu ouvres la porte vers ce nouveau état d'esprit? Ben, tu essayes de recréer la clé. Tu essayes de revoir comment tu as fait, qu'est-ce qui a affecté et c'est à quoi que ressemblent les conditions Ouais, j'aime pour bien. atteindre. Donc, ça, c'est l'abstraction des problèmes et des solutions. Ça va être beaucoup plus présent dans la linguistique et la philosophie que, par exemple, disons, l'ingénierie. D'accord. Je vois un peu. C'est un peu la liberté aussi Oui, oui. que ça apporte faut- la philosophie. c'est vraiment le profil du polymathe qui te donne le meilleur apprentissage. C'est quoi un polymathe? Un polymathe, c'est comme Leonardo da Vinci. D'accord, ouais. Bon C'est exemple. ça un polymathe. Un polymathe, c'est quelqu'un qui est quasi expert dans plusieurs domaines. Et tu en as deux types. Tu as ceux qui utilisent ce qu'ils apprennent auparavant pour construire leur futur. Mhm. Ok, donc, Leonardo da Vinci, il avait commencé par faire certaines mixtures de couleurs. Après, il a découvert que en fait, ça se relie beaucoup à comment il faisait des mixtures de médicaments. D'accord. Et là, il est rentré plus en médecine pour essayer d'utiliser les mêmes principes qu'il faisait pour les mélanges de couleurs, pour mélanger les médicaments pour avoir de meilleurs résultats. Et ça, c'est l'exemple parfait de pourquoi un polymathe résout plus de problèmes qu'un Ouais, bah parce spécialiste. qu'il y a plus de ressources. Exactement, et puis ils sont connectés dans sa tête. Il est plus créatif et efficace dans sa créativité. Mhm. Et puis, le deuxième type, c'est celui qui est très impulsif. Et souvent, on a besoin d'un peu des deux. Pourquoi il y en a un qui est. C'est quoi le premier qui règle des problèmes et l'autre qui est impulsif? Celui Qu'est-ce que qui tu veux dire par est là? impulsif dans le sens, c'est que quand il veut apprendre quelque chose de nouveau, il va pas le baser sur ce qu'il sait avant. Il pourrait commencer quelque chose qu'il n'a jamais touché de sa vie. D'accord. Alors que le polymathe initial, il va toujours... Réflexif. Il va Réflexif. exactement, il va toujours dire, moi je sais ce genre de choses. Ça me mène à où? Ok. Le polymathe plus impulsif, c'est souvent les personnes qui vont se mettre dans des situations où ils commencent vraiment de zéro. Et après, ils commencent à créer ces connexions. Donc souvent, D'accord. on commence comme les polymathes impulsifs. Et puis on finit souvent comme les polymathes réfléchis parce qu'on a déjà exploré la majorité des sujets qui nous intéressent. Mais ça prend le mindset, la manière de penser de je veux m'agrandir et je dois être con pour devenir bon. Tu vois? L'état Et d'esprit de croissance. c'est ça. Savoir que c'est pas encore. C'est la Exactement. puissance du pas encore, bientôt. Pas encore, bientôt. Ouais, Exactement. c'est ça. Puis ton but n'est pas de bien le faire, mais de le faire avec moins de fautes. Ouais. Donc, c'est chaque fois que tu commences à pratiquer, dis-toi, c'est quelle faute que j'ai fait avant et que je vais pas faire cette fois-ci. Juste une faute à la fois. Puis une faute à la fois, on arrive à un moment donné, le processus devient clair, automatique, Mhm. quasi intuitif. Tu n'as plus besoin d'y penser, tu peux résoudre de nouveaux problèmes. C'est le méta-apprentissage en fait. Ouais. Exactement, exactement. Donc, Super. c'est tout un monde très peu exploré. J'adore. Très peu J'adore. exploré. En fait, c'est être un peu un aventurier c'est ça. de la pensée. Exactement, C'est un hyper aventurier cheesy. de la pensée. Ah, c'est hyper cheesy, je me dégoûte. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. T'es un Tu- pionnier un peu de.
un Et peu puis tout seul, quoi. j'aime découvrir les choses. Je voulais être aventurier littéralement sur Terre, mais j'ai découvert qu'on a déjà cherché, on a découvert la Bah, majorité des faut aller terres. en dessous des océans, je crois. C'est ça, Au fond on est des arrivé à un océans. moment donné où il faut vraiment, pour découvrir plus de terres, on va devoir aller sous la Terre. Ouais. Mais puis je me suis dit, ben, les idées, c'est quasiment infini. Bah, ça allait, Il doit y avoir quelque honnêtement. chose, il doit y avoir un problème pour lequel j'ai envie de trouver une solution qui va me permettre de découvrir de nouvelles avenues. Donc c'est ça. Ouais, bah, Ouais. j'adore, ça résonne beaucoup avec moi ce que tu dis. Je suis complètement d'accord que des fois, t'es à fond dans un domaine, une seule, ta spécialité, ta carrière, on va dire. Ouais. Et puis, toutes les hobbies que tu peux avoir, tous les passe-temps. Ouais. Mais en fait, genre, c'est pas juste te reposer, c'est pas juste, ah, je m'amuse, c'est rigolo. C'est vraiment, ça apporte quelque chose et c'est fou comme il y a des schémas qui se répètent que tu retrouves dans tellement de choses différentes. C'est ça. Et le plus classique, Ouais. vas-y, je te laisse parler après. Le plus classique, c'est euh, les relations amoureuses Oui. et le marketing. Oh oui. Honnêtement, genre, tu vois tous les parallèles que tu peux faire entre les C'est deux. ça, c'est C'est ça. impressionnant. Parce que tu te vends finalement. C'est ça, Que tu c'est le ça. veuilles ou pas, C'est la séduction aussi. c'est la séduction. Et puis, moi j'aime différencier entre la séduction et l'amour. La séduction, c'est juste une porte d'accès. L'amour, ça se teste après. Ouais. Et puis, ouais, c'est ça. Et c'est pour ça, tu as parlé de schéma. Et que c'est pour ça souvent que une des meilleures façons d'apprendre quelque chose, c'est de faire un schéma relationnel. Ouais. Où tu hiérarchises certains sujets et puis tu les relis à d'autres. Et ça crée une vision de comment les choses se structurent. Et ça te permet de faire ces petites chambres dans ta tête Mhm. où tu les structures toi-même. Maintenant, tu sais que, ah oui, Je suis- j'ai mémorisé ces relations-là. Donc, et C'est l'association. Ouais. ouais, exactement. Ça s'associe dans ta tête aussi. Hmm. C'est très, très cool. Ouais. Et puis, j'ai juste touché genre le bout du iceberg. Ouais, il y a plus. Il y a Que tellement ça. plus. Et puis, souvent, ma seule peur, c'est d'avoir pas le temps de les découvrir tous. On a du temps. On en Ouais, a du temps. c'est vrai. Il y a un hobby récemment que t'as Récemment. commencé. Je pense commencer à faire de la danse. Mais t'en Euh, faisais pas déjà? Ben, je faisais de la danse traditionnelle. Puis, je me suis bien amélioré dans ça. Mais j'ai toujours voulu faire de la danse plus genre classique de couple. D'accord. Ah ouais, Oui, ouais, ouais. voilà, donc apprendre à La danser salsa, avec le quelqu'un. tango. Exactement, exactement. Souvent, je suis quelqu'un de très... je tente de danser, puis je suis le rythme. Puis ça donne des mouvements un peu funky, mais qui finissent toujours par être drôles et amusants pour moi. Et puis ça, je passe un bon temps dans les fêtes. Mais quand je viens pour danser avec quelqu'un, oh my C'est god. dur, hein? Ah oui, oui, c'est C'est dur. dur. Moi, je sais rien faire. Hein. J'ai... Moi, juste, je balance la main à droite à gauche. C'est ça, on balance Même ses faire mains. tourner, J'ai fait c'est tourner pas- une ou deux fois, puis après t'es comme bon, on va arrêter Et de on va faire tourner. autre chose. Ouais, ouais, c'est ça. C'est dur parce que dès que ça implique quelqu'un d'autre, tu peux pas être chaotique. Exactement. Faut avoir trouver le Exactement. rythme. Donc tout il ça. faut trouver le rythme, faut pouvoir aussi les aider. Souvent, lorsque eux ils savent pas comment trouver le rythme. Donc je pense que c'est une des choses que j'ai vraiment envie de commencer cet hiver. Puis ouais, c'est ça, c'est surtout ça. Donc ça serait le hobby. Et c'est quoi, Ouais. toi, la fibre principale? Parce que t'es pas tant un généraliste, je pense. Pas Ah, autant que tu penses. pas autant, pas encore. En général, je suis souvent dans la résolution de problèmes, donc puzzle, projet d'ingé, des programmes Pour moi, c'est très amusant d'ouvrir une vidéo YouTube, puis sortir un problème mathématique très difficile, puis passer 6 heures dessus. C'est très amusant pour moi. C'est le genre Qui te de... plaît. Ouais, je kiffe ça. Souvent, par exemple, Three Blue, One Brown, J'aime beaucoup ces vidéos. C'est très j'adore beau. ces vidéos. Puis une nouvelle expérience que j'ai vécue récemment, c'est quand j'ai essayé d'apprendre la probabilité statistique avec lui. Mhm. C'est qu'il mettait le problème initial. Il disait on va prouver ça. Et puis sachant que moi j'avais un peu de base en proba, j'essayais de le faire avant lui. Donc je mettais une pause. Puis je me poussais. Parce que la résolution de problème, c'est vraiment se pousser sans avoir grand chose comme outil à essayer de trouver une solution. Puis je me donnais 2-3 heures pour vraiment essayer de tenter de trouver la solution. Puis je faisais passer la vidéo pour essayer de trouver des indices. Puis je pose, puis je reprends. Puis c'est un des hobbies que j'ai développé ce semestre-là. C'est un hobby ou c'est plus ta fibre? Je pense,
Je pense que c'est la base. C'est Ouais. vraiment la base. La résolution de problèmes, la création de contenu éducationnel, c'est vraiment le genre de choses que je suis en train de faire. Mais avant tout, je suis en train de me concentrer à être capable d'avoir les fondamentaux qui Mhm. vont me permettre de construire l'empire. Ouais. Donc, ces fondamentaux sont très banals, mais très difficiles à avoir intuitifs Bah, et... il y en a beaucoup, Oui, ben, j'imagine. pas trop, non. Je te dirais, les vrais que tu dois pouvoir commencer avec, c'est une réflexion active. Moi, je vais commencer par ordre de priorité. Vas-y. Ta priorité, ce serait de prioriser. Voilà. La priorité, c'est les priorités. Ok. Tu dois savoir, savoir qu'est-ce qui est prioritaire, ça c'est le plus important. Ok? Pouvoir identifier ton sujet le plus important, la prochaine étape, la prochaine action la plus importante à faire, qui aura le plus grand impact, et savoir la faire au tout début de ta journée. Parce que ça te permet, pour les imprévus, d'éviter d'avoir pas fait le plus important. Deuxième chose, qui est, à mon avis, tout aussi importante, si pas plus, savoir créer des habitudes. Genre les Mhm. construire dans le détail. Donc, avoir des routines que tu peux quasiment faire automatiquement, qui deviennent ta zone de confort. Voilà. Mhm. Donc, par exemple, disons, j'ai une chicane avec ma famille, ma mère ne comprend pas mes idées, ok? Puis souvent, le monde va aller vers quelque chose qui leur fait plaisir, c'est leurs habitudes, c'est là où tu veux pas trop réfléchir. Tu veux vraiment te laisser aller dans quelque chose que tu es habitué de faire. Lorsque tes habitudes deviennent le fruit de ton travail, donc moi je me suis habitué de faire des maths ou d'organiser mes fichiers sur mon ordinateur lorsque je suis pas content. Mais une fois que tu l'as fait. Euh, et ça m'a tellement aidé à rester plus consistant avec mes programmes. Parce que mon plan n'est plus dépendant de ma motivation, mais il est amélioré T'as grâce un à ma système motivation. automatique qui te reprend et qui te remet Exact. dans le Exactement. droit chemin. Exactement. Donc, C'est quoi le troisième je après? fais toujours le minimum. Mhm. Et c'est consistant. Le troisième, c'est la réflexion active. La réflexion active, je l'appelle growth practice. Donc, quand tu étudies, pratiques, travailles sur n'importe quoi, tu veux réfléchir à ta pratique d'une certaine manière. Ok? Tu peux essayer de faire automatiquement en juste utilisant ce que tu sais déjà, mais souvent ça prend un effort, comme porter des poids. Et le genre d'effort que ça prend, c'est ça doit ressembler à quoi ce que je fais, si c'est correct. Je dois Mhm. ressentir quoi si je le Mhm. fais correctement. Est-ce que je suis en train de réfléchir assez profondément sur le sujet? Comment est-ce que je pourrais améliorer ça? Et puis, c'est quoi les problèmes que je suis en train de rencontrer? Juste note-les. Puis à la fin, quand tu finis ta pratique, regarde ton travail, puis dis-toi, grâce à tes notes, qu'est-ce que je devrais faire pour la prochaine pratique pour au moins diminuer le problème le plus important, d'où la priorisation. Donc quand tu réalises que le problème qui impacte le plus ta performance, par exemple, c'est ton sommeil, et Mhm. même pas ta technique d'étude. On peut en parler du sommeil. Oh oui, C'est un de mes sujets préférés. c'est ça. Donc quand tu réalises que c'est ton sommeil qui te rend plus procrastinateur, ça devient vraiment ton seul but pour le moment. Arrête d'étudier là, dors bien. Mhm. Arrête d'essayer En fait, de- toi, là, tu parles un peu de réussite personnelle, dans le C'est sens. c'est la réussite dans beaucoup de domaines, oui, Ouais. mais en général, quand tu étudies, c'est vraiment ça que tu veux. C'est la base. Une fois que tu as ça, tu peux sortir toutes les autres solutions. Mhm. Parce que tu fais des réflexions et puis tu réfléchis à propos des problèmes. Donc souvent, si tu as un problème à résoudre, disons, tu es en train de faire un exercice de maths et puis tu n'arrives pas à relier les maths à la physique. Tu n'arrives vraiment pas avec ce genre d'exercice, ben, tu vas réaliser que peut-être que je dois pratiquer à relier les concepts mathématiques à la physique. Et ça revient à un principe un peu plus complexe. Mais les principes de base restent priorisation, construire des habitudes pour que ça Mhm. reste consistant. Et puis une fois que tu as les deux fonctions exécutives avec toi qui sont reliable, là tu es capable de pratiquer de manière consistante. Mhm. Et cette pratique va te permettre de développer toutes les stratégies nécessaires Mhm. à ton succès. Donc c'est vraiment les trois points de base. Pour le moment,
je te dirais, 80% en priorisation. Des fois, je fais encore des fautes. Mais en procrastination, je suis arrivé à 50%, beaucoup mieux que ce que j'étais avant. Et puis, réflexion active, je l'ai toujours fait, mais pas de manière très intentionnelle. Donc maintenant, je le garde encore un peu en pause, je tente de temps en temps, mais je me concentre à pouvoir travailler de manière consistante avant. Puis après, je vais me concentrer à vraiment développer Mhm. cette réflexion très très active. Ouais, Et puis c'est ça vraiment la base de tout ce qui vient plus tard. d'accord. Ouais. Faire en sorte que ce soit. Que tu puisses le tenir sur le long terme. Oui, voilà, tu veux pouvoir faire ça pendant 20 ans, 30 ans sans Plus même, burn-out. ouais. Exactement. Parce que tu pourrais faire 5 ans de De travail, grind. de grind, exactement, mais tu vas burn-out. Le dur Et- labeur en français. Exactement. Donc, tu vas te brûler, vraiment. Oui, bah oui, c'est Tu vas sûr. déprimer. Souvent, tu vas pas faire attention aux choses qui permettent à ta Ouais, tu réussite. vas pas voir les Ton opportunités amour aussi. social, les personnes autour de toi, les gens qui t'aiment, ça, c'est des supports que tu ne réalises pas l'importance qu'ils ont sur ton intelligence. Ça génère de l'intelligence, ça permet Ouais, bien sûr. une vision très claire et... Puis ça, c'est juste bon pour la santé de ton cerveau. Exactement. Ça, Donc, c'est vrai, ça, c'est les relations sociales, c'est essentiel. Et puis, je sais pas si tu as entendu parler, bien sûr, le nom m'échappe, d'une molécule qu'on produit sérotonine? Non, 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 non. Bah oui, ça c'est quand on est avec des gens, mais quand on Ouais. est tout seul, quand on est isolé, quand on n'est pas autour de personnes, on produit une certaine molécule. Donc, dans le nom et sur le bout de ma langue. Tachyxonie. Ah là là, attends, tu sais quoi? Ouais. Je suis un mauvais joueur. Je vais regarder sur internet. Ouais. Euh, Ok, est-ce que ça va me. Non, j'arrive. Ah putain. Bon, c'est pas grave, on va pas faire attendre tout le monde. Il y a une molécule que tu Ouais. produis. Tachykinine. La tachykinine. Ok. Ah oui, bah en anglais, tachykinine. C'est ça que j'avais. Ouais. Ouf, j'ai réussi. Cette molécule, elle te rend parano. Elle est très Wow. mauvaise pour toi. Wow. On en a toujours un petit peu, mais elle prolifère quand tu es tout seul. Hmm. Je pense que c'est un mécanisme de défense. Si tu es tout seul, Oui, tu gagnes à être parano et à te méfier de tout. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas s'isoler. Ouais. Je pense aussi que la diversité des relations et de la nature des relations, c'est important aussi. Aussi, oui. Ouais. Ouais, Et pour moi, quelqu'un qui est un peu plus social et qui a une vie sociale Active. saine, Ouais. et il fera toujours plus que quelqu'un qui reste seul parce que en tout cas il arrivera à un plus gros succès personnel. Ouais. Bon, il y a quand même des gens qui Pour sont plus restés tout longtemps. seuls mais voilà, c'est Pour plus plus longtemps, long aussi. avec moins d'impact sur ta santé. Ouais. Ouais. Ouais, non, mais c'est super intéressant. Moi, ce que tu as dit, ton deuxième point, ça m'a fait penser à Brian Johnson, celui qui veut pas mourir, le Oui, milliardaire je américain. suis très... ouais, Tu ouais. l'aimes bien, moi je J'aime l'aime bien beaucoup, aussi. oui. Il dit que en fait, il s'est enlevé lui-même de l'équation. C'est-à-dire que il n'a pas de décision à prendre. C'est Il ça. vit sa vie en automatique. Ouais. Enfin, pas en automatique à Quasi. 100%, Ouais, ouais. mais toutes les décisions difficiles, Il les a faites au début. elles sont faites et il doit juste choisir de suivre et de continuer. Et Ouais. comme il a toute une équipe derrière lui, il a sa chaîne YouTube, il a la pression sociale et puis il est passionné. Ouais. Donc du coup, ça l'emmène, il a cette inertie qui est un peu inarrêtable. Puis j'aime beaucoup aussi pour les contributions qu'il a fait pour apprendre à propos du corps humain. C'est Donc, vrai. il y a une compagnie qu'il a fondée et qui est très active en recherche pour comment dire, cartographier le cerveau. Et puis, il a créé une machine beaucoup plus compacte pour pouvoir analyser la santé de ce cerveau-là. Donc, son âge et sa santé. Et puis, à mon avis, c'est quelque chose qui serait C'est fondamental, important. fondamental à l'étude de l'apprentissage. Mhm. Parce que l'âge de ton cerveau aussi a un impact sur ta performance cognitive. Mhm, bien sûr. Et puis, on peut extrapoler ce genre de technologie pour aussi analyser
pendant qu'il étudiait la personne, si tu es capable de voir les structures qui s'activent en réel de Mhm. manière beaucoup plus mobile, ça permettrait beaucoup de Tu développement. peux diagnostiquer, tu peux optimiser, tu peux... Exactement, exactement. Mais ça revient aussi à beaucoup de problèmes éthiques. Ah ouais? Oui, bien sûr. L'étude du cerveau, tu penses? L'étude de l'homme et surtout la santé mentale, avant même de parler de la santé physique, ça relève beaucoup de points éthiques. Je ne sais même pas si ça serait, si ça serait éthique vraiment ou qu'on pourrait trouver une certaine sécurité pour permettre d'assurer la sécurité des données personnelles de ces personnes-là. D'accord. Parce que finalement, tu es en train de diagnostiquer des fois de la dépression, des fois une neurodiversité que la personne n'aime pas avoir de clair. Puis Public. aussi, toute information peut être utilisée pour le bien et pour l'exploitation, la manipulation, Ouais, le ouais, mal. ouais. Donc, si je sais que quelqu'un a du ADHD, je peux améliorer mon marketing pour qu'il soit plus addict aux produits que je fais. Et ça, c'est dangereux. Et ça ferait beaucoup d'argent pour Ouais. beaucoup de personnes. Donc, souvent, des fois, j'ai réalisé récemment que quand je pensais un peu à Einstein, puis son développement de l'équation de la relation énergie-masse, au début, tu te dis tellement de données qui peuvent changer le monde positivement, mais aussi ça a créé une des armes qui a changé le monde le plus négativement. Ouais, ça a aidé à créer... Exactement. Donc, souvent, on réalise pas, mais même les sujets plus psychologiques, neurocognitifs, ont des impacts qu'on pourrait même comparer, je dirais, sans exagérer, à la bombe nucléaire, parce que ça permet de contrôler le monde. Tu contrôles les gens, tu Le contrôles la like. politique. C'est La fonction like sur les C'est- les réseaux sociaux. exactement, c'est fou comment le marketing est extrêmement interrelié avec la neuroscience et la psychologie. Bah oui, c'est normal. C'est Les neurosciences, c'est lié un peu à tout, hein. ouais, c'est vrai. Parce que c'est notre système nerveux qui Ouais. est aux commandes donc Yes. et qui exécute les deux. Exactement. Donc au Donc, bout d'un moment, c'est pas étonnant. Mais tu oui. contrôles ça, tu contrôles le monde. Donc, Oui, oui, oui. Bah, pour contrôler les neurosciences, ça fait quand même. ben, On avance de plus en on, plus vite. on est on avance très Alors, vite ils vers ça. avancent parce que je suis pas Ouais. impliqué personnellement, mais Mais souvent aussi, quand tu diminues le méta-regard, la conscience de soi, tu permets une plus grande facilitation de guider le monde. Mhm. Ça peut être pour le bien et le mal. Ne Mhm. comprends pas mal. Genre, des fois, c'est mieux d'avoir, disons que tu es dans un contexte safe, c'est mieux d'être un peu moins self-aware et critique envers toi-même et de te laisser aller et d'être guidé. Ça va te permettre de grandir plus vite et mieux. Mais on a besoin de développer une grande vigilance de nos jours parce que ce genre d'espace est devenu très rare. Les espaces où tu peux te laisser guider. Mhm. Euh, et c'est pour ça que ça devient très facile d'influencer le monde politiquement, par exemple, économiquement aussi, dans beaucoup des décisions, même du monde qui ont une notoriété, se font manipuler Bien plus sûr. facilement qu'on ne le pense. On est tous Les humains, gens pensent qu'ils finalement. sont pas manipulables, ils pensent qu'ils sont. La C'est plupart ça, des gens. c'est ça qui les rend les plus manipulables. Ouais, la plupart des gens pensent que si il y avait un pickpocket devant eux, ils pourraient se rendre compte qu'ils se font voler. Et la plupart des gens se disent pas moi, pas possible. Pas possible, ouais. Mais ouais, il y a une statistique qui est intéressante. Je vais juste prendre des notes pour la La sorcière, fact-check. ouais. Mais c'est que c'était plus de 80% des conducteurs pensaient qu'ils conduisaient mieux que la moyenne. Oui. Donc c'est un peu drôle Ouais, de penser à ça ouais, parce ouais. que bah, factuellement non. Ouais, Il c'est y en ça. a qui mentent. Impossible. Il y en a qui se impossible. disent attends, stats conducteur. Parce que je veux juste pas dire n'importe quoi. Parce que Ouais, c'est ouais. quelque chose que j'ai C'est très utilisé. intéressant. C'est très intéressant de. C'est le biais. C'est un des plus grands biais cognitifs, le ego. Ouais. Pour l'apprentissage aussi. C'est pour ça qu'on pense que si quelque chose est difficile à apprendre, c'est qu'il est mal enseigné. Mais souvent, c'est normal. Quand tu apprends, t'es supposé sentir que c'est Ouais. difficile. T'es supposé sentir Je suis d'accord. un certain Un brouillard. trop fort. Oui, oui, c'est ça.
Parce que sinon, ton cerveau, il connaît déjà ça. Si c'est déjà ça, il est dans la zone performance, pas apprentissage. Donc, Ouais, c'est ça. tu vois, donc tu fais un examen que tu sens bien dedans, c'est que tu as déjà appris et que tu performes bien. Mhm. Ok. Si tu es en train de lire un livre plus difficile que ton niveau, c'est très bien. Il faut que tu le fasses. Il faut se casser faut- la gueule. C'est ça, C'est important. vraiment. C'est vraiment important. Parce que tu es en train de hausser ton niveau un tout petit peu. Et puis maintenant, ce qui était inconfortable avant devient ton confort. Mhm. Et c'est Mais tu l'as acheté en fait avec ta, avec ton avec ta effort, fatigue. avec ta fatigue, ton sang, ta tes réflexion, larmes, ta sueur. ta sueur, ta sueur. Ben, et en plus, si, il y a une statistique, tu peux la vérifier pour moi, c'est à propos les champions d'échecs Ouais. durant une partie classique. Donc, une partie classique en soi, c'est 6 heures d'échecs. Tu as 6 heures pour faire un seul jeu. Et ils ont regardé, et puis les joueurs d'échecs, ils brûlent plus de 6000 calories. C'est un Pendant nombre 6 énorme. heures. C'est un nombre énorme. 6000 calories avec juste leur cerveau. Mhm. Donc, vous Je serais imaginez... curieux de voir leur rythme cardiaque. Ouais. Ça doit être assez élevé. Mais il y a sûrement... Cette étude, elle est assez complète. Je me rappelle plus des détails, mais c'est quand même très, très Ouais. spécial d'imaginer Réfléchissez, que... vous perdrez du poids. Ouais, c'est... Puis il y a beaucoup de statistiques qui ont parlé des élèves universitaires qui perdaient du poids souvent, sans même devoir faire du sport, juste C'est à normal. cause du fait qu'ils... C'est tout le temps, t'es sous tension en fait. Exactement. T'es sous tension, t'as des systèmes, ton système nerveux il change. Tu sais, le système sympathétique et parasympathétique, bah, quand t'apprends, c'est souvent enfin, c'est pas tout souvent, c'est tout le temps le sympathétique qui, malgré le nom qui a sympathie dedans, c'est le système qui est fait pour se défendre, pour être dans la performance justement pour un peu optimiser tes ressources. Ouais, c'est vraiment un système qu'ils appellent en anglais fight or flight. Mhm. Mais ouais, c'est ça, c'est quand tu veux faire quelque chose d'important, forcément, ça prend des ressources, ça prend de la souffrance, c'est un investissement de soi, tu te donnes. C'est ça en fait, j'aime bien l'expression se donner, Ouais, parce que carrément tu donnes de tes calories, tu donnes de ton énergie, c'est ça. c'est toi en fait. Et puis c'est cette énergie-là que tu as besoin pour justement restructurer le cerveau. Donc Ouais, ça ouais, prend un ouais. effort, ça prend vraiment un effort Tu pour dois que endommager en tes, fait. tes synapses ils changent, ils se connectent à de nouvelles choses, puis ça prend de l'énergie, tu génères... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est Le, très... le changement, c'est jamais facile. Non, Enfin, ça peut pas être facile. non. C'est pas possible. Tout changement d'attitude revient à un changement d'habitude. Donc, souvent, ok. Et l'habitude, c'est ce qui nous permettait de faire des choses avec le minimum d'effort et avec une anticipation de la récompense. Le tout début d'un changement, tu ne peux même pas anticiper c'est quoi ta récompense qui vient derrière. Et puis, tu n'es même pas capable de le faire sans effort. Donc, ça prend beaucoup d'efforts. Et tu ça sais prend- pas et pourquoi, tu au sais pas final. pourquoi émotionnellement. Émotionnellement, tu sais pas pourquoi. Tu sais Ouais, intellectuellement. bah oui. Mais c'est ça qui est important. Mais exactement. Donc, c'est pour ça que ça revient au concept que Andrew Huberman il parle toujours de limbic friction. C'est la capacité à t'obliger à pousser à travers ce stress, cette absurdité dans laquelle tu te mets quand tu fais quelque chose de nouveau ou quelque chose que tu as peur de faire. Cette capacité comme il dit, override Ouais, c'est ça. le système nerveux. De diriger, de override, c'est vrai ça, court-circuiter. De court-circuiter, voilà. Ouais. De court-circuiter les habitudes et les automatismes pour faire une action très dirigée. Mhm. C'est vraiment les actions C'est ça qui est important. qui permettent de changer l'état émotionnel. Mhm. Plus que tu peux pas commencer à changer ton état émotionnel puis tes actions. Ouais. C'est vraiment le contraire. Ouais. Puis c'est des études assez récentes donc qui m'ont beaucoup inspiré vers les trois building blocks Ouais, en ouais, soi vraiment. de l'apprentissage. T'as parlé de Huberman. Il a fait un épisode sur. By the way, enfin, non, je parle comme toi. Non, au fait, Andrew Huberman, c'est un neuroscientifique ophtalmologue à Stanford, c'est un professeur
qui a un podcast où il parle de neurosciences et de sciences en général pour Ouais. améliorer la vie, la cognition, les émotions et puis plein d'autres choses. Bien sûr, il y aura des ressources dans la description du podcast. Il a fait un épisode, il a fait un épisode où il a parlé de la ténacité, du contrôle de soi, de la volonté, tout ça. Et il a parlé de super... Comment on dirait en français? En anglais, l'expression c'est super agers, mais donc c'est des super personnes âgées, je sais pas comment expliquer ça. Ok. C'est des gens qui sont âgés, qui vieillissent, mais qui gardent leur cognition de quand ils ont 20 ans, 30 ans. Ok. Et ça Wow. existe, des gens comme ça. Tu parles à quelqu'un de 100 ans et tu te dis, mais c'est pas possible. C'est le même. J'ai l'impression, tu sais, t'as tout le temps l'attente quand tu parles à une vieille personne que c'est un peu plus lent, Ouais. c'est un peu plus compliqué, Ouais, c'est un ouais. peu, c'est la vieillesse. Et donc, ces personnes-là, en fait, ils ont gardé leur cognition et c'est très corrélé avec le fait qu'ils utilisent beaucoup leur ténacité, leur volonté pour, comme tu as dit, court-circuiter, enfin, passer outre cette friction limbique. Ouais. T'as dit limbic friction, je pense qu'on dirait Friction limbique, c'est friction ça. limbique en français. Et c'est super intéressant parce que ça fait vraiment. Apparemment, c'est juste un système dans ton. Un peu en arrière de ton cortex préfrontal. Il me semble que c'est le cingula postérieur médium, un Je truc comme pourrais ça. pas te dire. C'est assez intéressant parce que dans l'épisode, il dit qu'il y a un seul système qui s'occupe de tout pour ce qui est la volonté Ouais. et qui en fait supprime un peu supprime les ordres que le système limbique donne automatiquement. Ouais. Et ce système-là, apparemment, il peut vraiment se fatiguer avec le temps. Oui. Tu vois, donc les gens deviennent plus impulsifs. Faut l'entraîner. C'est voilà un entraînement. Et il disait que ils avaient vu les gens qui l'utilisaient, qui souvent étaient dans des situations où on peut dire quand tu vas courir et que tu te surpasses un peu. Par exemple, pour les auditeurs, si vous avez déjà couru et que vous aviez envie de vous arrêter et que vous aviez quand même continué Ouais. et que vous vous êtes forcé, ça c'est c'est ce système-là. Ouais. Par exemple, quand vous êtes dans votre lit et qu'il est 11h et que ça fait 3 heures que vous faites rien, du matin bien sûr, et que vous voulez sortir du lit, ben, le moment où il faut sortir du lit, vous faites appel à ce circuit pour vraiment court-circuiter la réaction un peu automatique. Et utiliser ce circuit, ça permet de vieillir 1000 fois mieux, de rester en bonne santé. Ouais. Ils ont fait des études. Je vais mettre les études en description. Ça devient un podcast scientifique, c'est rigolo. Mais ouais. Ouais. Puis le champion de tout ça, qui est très connu, c'est David Goggins, Ouais. qui a vraiment appris à utiliser ce pouvoir de se surpasser ses peurs pour changer sa vie de A à Z. Une histoire très inspirante, à mon avis. Puis, il y avait une étude un peu moins reliée, mais on reste dans le cerveau, qui m'avait donné plein de points d'interrogation. J'arrivais pas à trouver une solution concrète à ce problème-là. C'est pour les personnes qui avaient un peu d'épilepsie. Mhm. Il y avait un traitement très commun qui était la séparation des deux hémisphères du cerveau. Et ça créait des comportements très particuliers chez ces personnes-là, qui poussaient à douter que chaque hémisphère était en fait indépendante et réfléchissait indépendamment de l'autre. Donc, souvent, par exemple, les personnes qui avaient eu cette opération-là pouvaient, par exemple, prendre un jouet, puis se faire frapper avec l'autre main, le jouet. Donc, puisque chaque main est contrôlée par un hémisphère, tu as, disons que ton hémisphère droite veut prendre le jouet, mais ton hémisphère gauche te dit non, on va pas le prendre. Et puis, ça poussait à se demander quelle est la nature de notre cerveau et quelle est cette importance qu'ils communiquent entre eux. Mhm. Il y a une des deux hémisphères, je me rappelle plus laquelle, je pense que c'est la gauche. Je pense que c'est la gauche qui s'occupe entièrement de la parole. Ok. Oui. Et ça me dit Donc, quelque chose. Donc la parole, ce n'est qu'une seule hémisphère. Donc toutes nos interactions sociales qui viennent de la communication verbale sont
seulement faites par le cerveau de l'hémisphère, on va dire gauche dans T'es ce cas. sûr? Oui, oui. Ok. Ça, c'est 100% sûr. Donc, l'hypothèse, c'est, avant qu'on puisse parler, les deux cerveaux ont un impact égal dans ton comportement. Euh, Après ça, l'hémisphère la plus volumineuse, disons, loud, la plus loud, comment on dirait La ça? plus bruyante, Ah oui, voilà. qui s'impose le plus. Exactement, qui s'impose le plus dans la réalité, c'est elle qui prend souvent le domaine de la communication, du prise de décision verbale. Et une expérience qu'ils ont faite, ils ont caché un œil de l'autre, puisque comme ça, il y a une hémisphère qui voit ce qu'ils ont pris et qui ne voit pas. L'autre, non. Ils ont mis un message pour un œil et un autre message pour l'autre. Ok? Et puis, l'hémisphère, il y a une main qui prenait l'objet, mais puisque l'hémisphère gauche n'était pas capable de savoir pourquoi il a pris l'objet, il lui demandait pourquoi tu as pris cet objet-là. Il dit parce que j'ai toujours aimé les Rubik's Cube. Donc, en soi, il lui dit prends un Rubik's Cube, ok? À une partie du cerveau. Et la partie qui parle, elle ne voit pas le message. Mhm. La main qui s'occupe de cette partie-là Mhm. prend l'objet. Mhm. Mais celle qui doit justifier pourquoi on a pris l'objet Intéressant. n'est pas capable de le faire. Donc elle lui dit, il lui demande pourquoi tu as pris cet objet, Martin. Et puis Martin dit, parce que j'ai toujours aimé les Rubik's Cube. Donc l'hémisphère de gauche, elle est en train d'essayer de justifier un comportement qui lui semble irrationnel. Ah ouais. C'était très intéressant, mais très très puzzling. Ouais, c'est comment on pourrait dire ça en français? Énigmatique. Énigmatique, très bien. Ouais, très énigmatique, je suis d'accord. Donc ça veut dire que ouais. Moi ça me fascine. Je pourrais t'envoyer la vidéo si ça Bien t'intéresse. sûr, bah, ça sera dans la description, bien sûr. Moi ça me fascine le cerveau. T'entends des histoires et ils disent ah on pensait que c'était comme ça, mais en fait c'était 3 fois plus compliqué que ce qu'on Ouais, pense. exactement. Et Tout le temps. il y avait comment elle s'appelle, une neuroscientifique qui elle est spécialisée dans le sommeil et la relation du trauma avec le sommeil, les émotions, l'apprentissage et le sommeil, qui s'appelle Dr Gina Po. Mm. Et dans un épisode pareil de Dr Huberman, parce que c'est vraiment le médium pour découvrir un peu plus sur les neurosciences, même si tu peux lire des recherches, tout ça, mais c'est tellement bien amené par ça et c'est facile. Ouais. Elle disait que là, souvent on pensait comprendre une partie du cerveau ou un fonctionnement, et en fait c'était 3 fois plus compliqué, tu vois, c'était tout le temps, plus on zoome, plus il y a du détail. Ouais. Et du coup c'est ça qui est cool, parce que si on peut se dire waouh on comprendra jamais, mais ce qui est bien c'est que tout ce qu'on pense être vrai, en fait peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est vrai mais que c'est pas les mêmes Exactement. Et puis, ça revient aussi à se demander c'est quoi notre identité? Cette question de l'hémisphère. Qui est moi? Mon hémisphère gauche qui parle ou mon hémisphère droite qui fait tous les qui prend des décisions, disons, ou les deux prennent une décision, tu vois, Mhm. parce qu'ils sont capables de choisir quoi faire. Donc c'est très, ça revient aussi à notre identité, de notre conscience. Mhm. Qu'est-ce qui est conscient en nous? Ouais, bah honnêtement, là, Voilà, c'est compliqué là. c'est très compliqué. Là, Mais c'est le genre de choses qui me fait douter de justement que de mon identité personnelle Mhm. dans le monde. Est-ce que je suis un automatisme qui fonctionne bien ou C'est un coup à déprimer ça. Ouais, mais aussi ça pourrait ça pourrait te faire demander que est-ce que tu transformes en deux personnalités? Est-ce que c'est en fait ces deux parties de toi qui se développent tellement différemment, un peu comme deux populations qui restent isolées, qui changent dans le temps? Puis initialement, oui, ils étaient la même population, la même culture, Mhm. mais après c'est devenu deux cultures Tu très parles de distinctes. tes deux hémisphères de ton Oui, cerveau. voilà, c'est ça. Bah, les deux communiquent entre eux. Oui, techniquement, d'habitude, mais lorsqu'elles sont séparées, non. Ah, quand ils sont séparés. Donc c'est ça que je Ah me oui, demande. oui, Donc oui. si tu les Mais sépares, ils sont est-ce pas- que ça se ils sont- développe ils- différemment? C'est pour ça que... Ils sont pas identiques Ouais, non plus. c'est vrai. Ça, c'est très vrai. Donc ouais, c'est bien que tu parles de ça. C'est comme alors moi j'ai un courant de, je peux pas dire que c'est un courant de pensée, mais moi j'aime croire que il y a peu voire pas de déterminisme. Mais j'aime bien croire ça. Ouais.
ça m'aide, ça me permet de me dépasser, ça me permet de faire plein de choses. Et tu vois, c'est comme quand on est des jumeaux qui sont des vrais jumeaux. Donc c'est des frères et sœurs qui sont nés en même temps. Oui, Enfin, oui. du coup, des vrais jumeaux, c'est des deux frères ou deux sœurs qui sont nés en même temps, même Du ADN. même bagage génétique. C'est ça, du même bagage génétique. D'ailleurs, qu'ils n'ont pas les mêmes, empreintes digitales. Empreinte digitale. Parce que c'est pas de l'inné, c'est plus de l'acquis. Ouais. Enfin, c'est carrément de l'acquis. Ben, quand il y a deux jumeaux et qui sont élevés d'une famille, dans une famille et dans une autre, ben, c'est pas du tout les mêmes personnes à la fin. Ouais, non. C'est rien à voir. Puis, même à ça, dès la naissance, euh, c'est quelque chose qui a changé complètement ma façon de voir les choses, que je ne savais pas du tout. C'est que la génétique est extrêmement influencée par d'autres facteurs, comme l'environnement. Bien sûr. Donc, tu peux avoir des allèles XY et quand même naître une femme. Tu comprends? Développe. Parce que, donc, tu dois imaginer la génétique différemment de ce qu'on avait appris. On avait appris que c'est du déterminisme. Tu as des allèles récessifs, puis d'autres qui ne le sont pas. Et puis, si tu as, disons, pour les yeux, une allèle yeux bruns, tu n'auras jamais un enfant qui a des yeux bleus. Ok, parce qu'il y a toujours le brun qui apparaît. Mais ce n'est pas vrai. Il y a toujours cette... même si vous êtes tous les deux purement yeux bruns, non. Même si vous êtes tous les deux 80% yeux bruns, ok? Il y a toujours un certain effet de l'environnement qui pousse. Il y a toujours une petite probabilité que tu sois différent de ton du bagage génétique majoritaire. Et puis l'expérience sur laquelle on nous apprend ça, c'était le scientifique, j'ai oublié son nom, qui avait fait l'expérience sur les pies. Il avait pris une population de plantes. Puis en fait, ce qu'il avait fait, il voulait étudier quelque chose de très spécifique. Donc il les a rendus purs. Donc il a purifié leur bagage génétique. Les pies. Oui, voilà. Ok. Puis avant de faire... Ce sont des oiseaux, hein, en fait. Les pies. Ah non, non, je me suis trompé du nom on appelle ça en arabe bazel. Je peux pas t'aider sur ça. Les petits boules vertes Boule verte. que tu as dans des feuilles, comme tu ouvres là. Ah, Les petits pois. Les petits pois. Les pois, ok. Les pois, oui, voilà. Donc en fait, il y a toute une population de pois qu'il a planté et puis qu'il a purifié. Donc il a pris ceux qui naissaient jaunes, il les a gardés jaunes, ceux qui naissaient verts, il les a gardés vertes. Et puis, donc les pois avaient genre une allèle récessive jaune. Et après, il a fait les expériences, après il y avait du déterminisme dans ce qui sortait, en termes de probabilité. Okay? Mais les vrais petits pois que tu prends, genre random, que tu mets dans ton jardin, que tu interbreed entre eux, ils vont pas sortir tout le temps de la manière dont le système probabiliste fonctionne. Et ça a changé complètement la façon dont je vois le développement des cerveaux, mais aussi le développement des jumeaux. Les jumeaux vont être affectés à chaque étape de leur évolution, de leur développement, dans l'embryon ainsi qu'en dehors. Apparemment, celui qui naît en premier, il est plus d'une certaine façon. Ouais. Celui qui naît en deuxième, il y a de ça aussi. C'est ça, il y a beaucoup de petits effets qui ont de petites variations qui ont de grands effets plus tard. Et ce changement de vision la génétique était déterministe, et maintenant elle ne l'est plus. Parce que même maintenant dans mon développement, mon bagage génétique, oui, il me met des caps, mais il change. Mon bagage génétique change évolue, en temps réel, exactement. Puis ça relie directement à un autre sujet qui est celui de l'IQ. Le QI. Le QI, désolé. Le QI, il a été démontré changeant. Bien sûr. Un exemple très simple. Ouais. Si tu as un trauma crânien demain, ton QI va baisser. Ton cerveau est Ça, traumatisé. c'est déjà ça. Et il sera un peu plus lent et ce sera plus compliqué. Exactement. Si tu es alcoolique, pareil. Mais on pensait pas qu'on pouvait l'augmenter. Ouais, bah après c'est vrai que si l'expérience peut baisser ton QI et peut l'impacter de cette façon,
Mais il y a sûrement quelque chose qui peut sûrement l'augmenter. que tu peux faire de l'autre sens. Exactement. Et puis, c'est une des choses que moi, qui me limitait avant, je pensais que C'est ça, tu te dis, ah, c'est la loterie. c'est la Bon, loterie. on voilà. va tirer au Je sort. suis pas né. Ah, c'est 100, ça. 103, bon ça va. Je suis pas- 80, ah merde. Alors que en fait, si t'as 80 et que tu te donnes, peut-être que au final peux tu vas arriver plus. Après, génétiquement, oui, tu as des caps quelque part, ok? Mais tu peux tellement te développer que je te garantis que même les personnes les plus intelligentes dans le monde n'ont pas encore trouvé leur cap, ok? Mhm. Leur cap génétique, c'est vraiment comme dire que tu es un bodybuilder, Bodybuilder, on dit. un bodybuilder naturel, pas de stéroïdes. Tu t'entraînes parfaitement pendant 20 ans. À un moment donné, tu atteins ton pic génétique. Mhm. Ok? Ça, c'est rare. Ça, c'est très rare. La majorité du monde est athlétique. Les gens intelligents sont athlétiques, ok? Mais c'est pas. Mais ils sont jamais à leur pic. Mhm. Jamais à leur pic. C'est vrai. Et il y en a qui ont des gènes qui ont un pic beaucoup plus haut que d'autres. Oui. Mais la majorité du monde maintenant, parce qu'on connaît si peu de l'apprentissage, on a si peu optimisé l'apprentissage versus ce qu'on a optimisé dans le bodybuilding, je garantis la majorité, vraiment, comme 99%, n'ont pas approché leur cap Ouais, en fait, ils le cognitif. savent pas. Ils ne C'est peuvent ça même pas aussi. savoir C'est ça un peu ressemble de à quoi. l'ignorance. Exactement, on peut même pas savoir ça ressemble à quoi. C'est pour ça que c'est si important de commencer à avoir une De différente chercher ses vision. limites. Genre, moi j'ai envie d'avoir des Olympiques du cerveau. Vraiment, genre des Jeux Olympiques où tu as des athlètes professionnels qui dédient leur vie à développer des compétences cognitives pour faire des choses que très peu de personnes peuvent faire, Mhm. qui demandent énormément d'entraînement. Et le talent aiderait, mais le travail serait Et en fait, le talent, plus- moi je le vois plus comme ça. Le talent, c'est un peu partir. un head start. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu pars, t'as un peu plus d'avance sur le monde. Plus d'avance. Tu commences avec une Mais ça- certaine ça structure déjà détermine plus rien. efficace. Ça détermine rien. Ouais. Et souvent, il y a un peu. J'ai lu une. Ça détermine quand même un peu de choses. Attends, mais j'ai lu une citation qui était passionnante. Je vais pas la retrouver en entier de tête. D'ailleurs, je vais prendre des notes pour pouvoir vous la mettre. C'est que, en gros, c'est quelqu'un qui disait que Dieu donne un sacrilège à des gens et on appelle ça le talent. Tu vois, la citation va arriver sur l'écran. Désolé pour ceux qui écoutent, mais c'est ça, c'est l'idée que en fait c'est un cadeau empoisonné en fait d'être Oh oui. parce Oh, que t'as pas le besoin t'as pas les réalisations, t'as pas le besoin de t'améliorer parce que si t'as déjà ce que tu dois avoir, Tu c'est un développes peu pas, triste. tu développes pas les habitudes qui te permettent C'est de ça. te développer. Ouais. Tu as déjà tout sur la table. Il n'y a pas un besoin de te développer. Et donc les habitudes pour te développer ne sont pas là, mais aussi tu crées un ego qui a peur de devoir faire un effort. Parce Ouais, que, l'ego prend le dessus. oui, parce que souvent, une des parties de notre ego, et moi je suis tombé dans ça souvent, c'est ah oui, j'étais très bon dans ça sans faire d'effort. Et puis le monde va être très admirateur de ce que tu fais sans effort, Mhm. s'ils ne peuvent pas le faire. Et après, quand tu réalises que ah non, maintenant je dois remettre des efforts, ton ego te dit ne mets pas d'efforts, sinon tu vas perdre ton statut de génie. C'est vrai. Et donc, c'est très très mauvais pour ta mentalité de commencer avec le talent sans avoir un besoin de le développer. D'où le besoin d'Olympique, de toujours avoir un challenge Mhm. qui mettrait tout le monde à niveau dans... Toujours être en mouvement en fait, je Exactement, pense. exactement. Toujours être en mouvement, mais dans un mouvement que tu peux, Que je le veuille ou pas, garder. que je le veuille ou pas, la situation au Liban, qui est désastreuse, m'a poussé à me développer énormément en tant que Ouais. personne. Si j'étais né au Canada, j'aurais probablement pas eu besoin de développer la majorité de mes compétences que j'ai aujourd'hui. Ah, on peut pas savoir, mais c'est sûr que ça, Mais tu peux, quand j'y tu pense, peux voir l'effet que ça La a eu. majorité des décisions que j'ai prises, c'était souvent à cause d'une peur ou d'une difficulté que j'ai rencontrée, que je voulais pas rencontrer dans le Mhm. futur. Donc, c'est un grand motivateur de Mhm. commencer plus bas. Et puis aussi, le deuxième, la deuxième pomme empoisonnée qui vient avec le talent, c'est que tu as plus de responsabilités, à mon avis. Ouais. Quand tu es talentueux, tu as plus de responsabilités envers ceux qui ne le sont pas. Parce que
Ben, dans ma vision des Je pense choses... que c'est un peu la mentalité de utiliser le talent si tu en as un. Si, ouais, exactement. Donc, tu veux utiliser ce que tu as eu. Et tu veux l'utiliser... Tu veux mettre le même effort que celui qui n'a rien. Ok? Donc, moi, je pense toujours que si la personne qui est la plus... qui commence le plus tard, disons, dans son développement, que ce soit monétairement, socialement, dans son intelligence ou son apprentissage, c'est quoi l'effort qu'elle aurait mis, ou bien qu'elle a mis, pour se développer, pour arriver à son but. Cet effort-là, si moi je le mets, j'atteindrai un but qui serait proportionnel. Tu comprends ce que je veux dire? C'est plus exponentiel pour moi, mais ouais. Oui, bien sûr. Mais il y a une certaine proportionnalité de... Moi, je me dis toujours, cet homme qui n'a rien à manger et qui trouve toujours moyen pour donner à sa famille assez, et pour aussi se développer et pour finir par être médecin en Russie, ok? Pourquoi en Russie? Parce que, genre, au Liban, il y en avait plein qui partaient en Russie, ils apprenaient le russe parce que c'est moins cher d'être médecin en Russie que dans d'autres pays. Donc, ils apprenaient le russe sans rien pour devenir médecin, pour venir dans leur pays et pouvoir... En fait, ils avaient rien. En fait, c'est un peu ça, c'est la trajectoire souvent. J'ai l'impression que tu vas finir un peu à l'inverse de ta trajectoire. Ouais. C'est-à-dire, si t'es l'enfant promis, prodige et t'as tout pour réussir et que t'as juste, en fait, c'est pas que t'as juste à continuer, c'est juste que T'as tout le juste à monde, appliquer. tout le monde te dit, ouais, t'es tellement fort, t'es tellement beau, t'es tellement Ça. intelligent. Nanana. Pas que moi ça a été le cas, Moi aussi. mais non, mais ce qui va sûrement arriver, c'est que c'est trop et que y a pas la, y a pas la, Il y a un la- grand poids. il y a le poids, mais il y a l'ego en fait, il est nourri alors que il n'y a pas eu d'accomplissement, il n'y a pas eu de choses, c'est juste de la projection. Ouais. Et du coup, la trajectoire, elle change vite. Jusqu'à ce qu'il y ait d'autres réalisations, d'autres expériences, qui fait que, par exemple, l'enfant, il arrête de faire quelque chose, il devient moins bon, puis il y a plus sa famille et ses parents qui lui disent toutes ces promesses qu'il aura. Il tout continue, oui, mais tu es déjà ça. Et puis bon. là Ouais. sa trajectoire, elle revient. Mais Ouais. à l'inverse, comme tu dis, les médecins, enfin, les Libanais qui finissent par être médecins en Russie, sans connaître le russe en premier lieu, ben, eux, leur trajectoire, en fait, elle va vraiment bas. Et je pense que c'est plus ça aussi. Il y a plus de motivation, il y a plus de Tout effort, puissance. tout effort amène un résultat positif. Donc quand tu es au plus bas de toi-même, toute action que tu vas faire vers un but meilleur va amener une amélioration dans ta vie immédiate et dans ton estime de toi. Une des raisons pourquoi je me sens mieux maintenant, c'est parce que j'ai déjà été un peu dans le bas de ma carrière académique. Ok, j'ai eu les pires notes que j'ai eues de ma vie. Et ça m'a permis tellement de voir le monde d'un point de vue plus relax quant à la performance. Tu t'es pris moins au sérieux après. C'est ça, exactement. Et puis, voilà, je considère que c'est important pour les gens talentueux de réaliser que rêve plus grand si tu as du talent. Rêve plus grand parce que c'est comme ça que tu vas être dans la même position. Donc, moi, quand je rêve d'un but, je me dis que ça doit être tellement grand que lorsque je travaille sur ce but, je dois commencer comme le médecin qui n'avait rien. Ok, pour arriver vers ce but-là. Alors, il y a un truc que je dirais. Ouais. Et c'est que rêver, c'est la partie facile du travail. Ouais. Parler, rêver. Moi, je me suis même dit au début de l'épisode, quand j'ai commencé à dire ce que j'allais faire dans la saison 2, mais non, mais la saison 2 de cette série de The French of the World, elle est pas encore arrivée, elle est pas encore là. Est-ce que je vais vraiment le faire? Ah oui. Est-ce que le dire, ça me donne pas juste de... Tu vois, c'est de la satisfaction instantanée. Oui. C'est de la gratification instantanée. Et j'évite ça. J'essaye d'éviter. Et rêver grand et juste un peu crier sur les toits, ça veut dire dire à tout le monde que tout ce que tu vas faire, c'est là qu'il y a un gros piège. C'est Moi, vrai. je suis d'accord. Tu as une ambition. Ouais. Je suis d'accord. Tu veux mieux. Tu veux aider. Mais l'ambition de changer le monde, l'ambition d'arriver au sommet, tu regardes les gens qui arrivent vraiment au sommet, c'est pas ça, c'est pas avec ça qu'ils ont commencé, tu vois. Ouais. Au début, c'est vraiment la direction et pas la destination, tu vois ce que je veux dire. Oui. Ta direction, c'est je veux m'améliorer en ça, je veux apprendre à faire ça pour
pour ma satisfaction personnelle, par besoin, mais c'est jamais je veux changer le monde, tu vois. Ça, c'est une conséquence que tu peux pas maîtriser, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comme être premier. Être premier, tu peux pas maîtriser, Oui. parce que les autres, tu les maîtrises pas, tu le contrôles pas. Tu sais, c'est une de mes plus grandes faiblesses. Un truc que... Et je garde ça toujours en tête. J'ai eu ce conseil de beaucoup de mes amis. Ils me disaient que, genre, Maroun, crois-moi, il me disait, genre, dès que j'ai arrêté de dire au monde ce que je faisais, mes résultats se sont améliorés. Et puis dès que j'ai arrêté donc ils sont devenus un peu plus conscients Plus concentrés oui, aussi. et puis plus concentrés de je peux pas parler de ça sauf si j'ai des résultats Ouais, qui arrivent dans le monde. ouais. Et je t'avoue que c'est quelque chose que je suis encore en train de travailler. C'est super dur. Bah, ouais. c'est l'ego en fait. C'est ça, Malheureusement. exactement. L'ego, Exactement. en fait, on a tous un mauvais, méchant ego et qu'on doit calmer, qu'on doit. Oui, Ouais. qu'on doit orienter aussi. Ouais, mais en fait, tu regardes, l'ego, c'est la croyance malsaine de ta propre importance. Et Oui. quand t'as un ego, Mm. ça t'empêche de monter. Et quand t'es en haut, ça te précipite à ta chute. Ouais. Si tu regardes, alors je dis ça parce que j'ai lu le livre, ça ne vient pas de moi, je dois vous le dire, je suis pas un si grand penseur, philosophe, tout ça. Ça nous vient de Ryan Holiday, dans le livre L'ego et l'ennemi. Et c'est un livre qui contient 24 leçons sur les conséquences de l'ego, sur tout accomplissement, sur toute chose qu'on peut faire dans la vie, personnelle ou pas. Et il parle beaucoup d'histoires, dont l'histoire de Napoléon par exemple, qui, avec trop d'ego, Ouais. il a fini par précipiter un peu Son empire. son empire à sa chute. Ouais. Et en fait, il a été à la tête de l'Europe, mais 3 ans plus tard, il était exilé et l'Europe était exactement comme avant qu'il ait commencé. Ouais. Tu vois? Tu Et c'est ça, c'est en fait chutes. l'ego, c'est l'inverse de la confiance en soi. L'ego, c'est dire j'ai ce talent, je suis cette personne, nanana, rien ne peut m'arrêter. La confiance en toi, c'est même si ça va mal se passer, je sais que ça va bien finir parce que je sais que par- je peux j'ai des preuves. gérer ça. Ouais, j'ai voilà. des preuves. Regarde, j'ai fait ça déjà. Et c'est aussi prendre les décisions qu'il faut, Ouais. même si ça met un peu en péril, ça met complètement en péril ton ego. Et plus ton ego il est petit, plus tu vas pouvoir prendre les décisions qui font que tu vas pouvoir te relever quand tu tombes, et quand tu es en haut, tu vas pouvoir faire les choses correctement. Ouais. Et, moi j'ai un gros problème d'ego. Mais moi aussi. Oh oui, moi aussi. impossible. Pleinement. Et en plus, c'est justement à travers une grosse introspection sur la nature de l'ego que j'ai faite et que j'arrive toujours pas à contrôler. Même si je connais beaucoup de choses sur l'ego, ton ego, souvent, il te contrôle dans la majorité du temps. J'ai découvert qu'il y a une grande différence entre intelligence et sagesse qui justement vient... J'arrivais jamais à trouver comment est-ce qu'on distingue ces deux choses. La sagesse, c'est vraiment ta capacité à prendre les bonnes décisions. Bonnes dépendamment de comment on définit bonne, mais la sagesse, c'est vraiment la capacité d'une personne à prendre de bonnes décisions. Lorsque ces décisions sont bonnes universellement pour toi-même, c'est là qu'on considère que tu es sage, tu es une personne sage. Et il y a des gens qui vont faire partie des plus basses parties de la société dans son intelligence et même dans sa fonction, et qui vont être beaucoup plus sages que les meilleurs scientifiques. Parce que dans leur vie journalière, elles prennent les bonnes décisions pour eux-mêmes. Une décision qui soit bonne, qui prouve de la sagesse, c'est de réaliser, ah oui, moi en passant pour jeter ma poubelle, je vois toujours la poubelle de mon voisin attachée. Une décision qui est sage, c'est de se dire, je ne perds rien à la jeter avec moi. Ok ? C'est très simple. Et c'est une démonstration humble de la sagesse. Et c'est surtout quand on peut faire un parallèle à l'ego, parce que qu'est-ce que tu veux dire par attaché? Tu veux dire que la poubelle elle est à côté du conteneur, elle est déjà fermée. elle est faite mais elle n'est pas mise, dans le conteneur, puis tu es capable de le faire. Ou bien tu réalises que ton voisin il aime les fleurs et tu es un fleuriste.
Et ça te coûte rien de lui donner une fleur une fois de temps en Ouais, temps. mais ça, non, moi je préfère le premier exemple Ouais, parce que là pour le coup c'est l'ego qui va te dire mais attends, il m'a rien donné, pourquoi est-ce que je ouais, devrais faire ça pour voilà, lui c'est ça. de ma propre bonté? Ouais, Pourquoi qu'est-ce qu'il mérite? Il était en l'air, c'est de sa faute. L'ego ouais, il te fait dire ça, l'ego ouais, il te fait sortir un peu le pire de toi. c'est ça. Ouais. Puis être humble, mais aussi être surtout sage, c'est de savoir prendre ces petites décisions-là, journalièrement, qui te permettent de vraiment voir le monde différemment Mhm. et d'orienter tes actions différemment. Donc, j'aime bien voir ça comme comment tu exécutes ton action. Souvent, ton intelligence aide envers ça, ok? Surtout quand l'action est compliquée, ok? Mais quelle action prendre? Ton intelligence, elle a un impact beaucoup plus petit que celui de ta sagesse. Donc, d'où la priorisation. La priorisation, c'est vraiment Mhm. la sagesse qui travaille sur Ouais, ça. ouais, c'est faire la partie du travail qui est plus dure, même si tu as une partie du travail qui est Des fois, la partie du travail est très facile. amusante, très Ouais. facile. Mais des fois, il y a une partie facile qui aura un impact tellement grand par rapport à celle difficile que c'est beaucoup mieux de juste faire la partie facile au début. Ok. Tu sais, c'est vraiment de se dire, bon, maintenant, c'est plus facile pour moi d'aller dormir, ok, Ouais, que de ok, continuer je de vois ce que tu veux travailler. dire. Mais c'est beaucoup mieux pour moi de dormir parce que au long terme, l'impact que ça aura d'aller dormir Oui, est meilleur pour moi et pour mon que toute travail autre chose. que de ne pas dormir toute la nuit pour Ouais, finir un devoir qui n'a aucun impact sur ma carrière. c'est vrai, Tu vois? Donc, c'est vrai. c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Ok. Ouais. Ouais. De toute façon, toute décision qui améliore le sommeil, Et sage. c'est double. En Ouais. fait, le, ce qu'on en tire, le résultat, c'est double. Parce que Ouais. tu vis 30 minutes de moins et tu dors 30 minutes de plus. C'est doublé en fait. Et Ouais, puis, ouais, ouais, ouais. puis même un décalage de 1 heure, de 1 heure et demie sur ton sommeil, ça a des conséquences désastreuses Exactement. déjà. Donc, Mais waouh, waouh, on a fait une belle discussion déjà, dis-moi. ouais, c'est ça, c'est ça. Souvent, on savait qu'on allait rentrer dans des Ouais, choses ouais, plus mais techniques. Comme Marwan, tu m'as appelé tout à l'heure, tu m'as demandé on va parler de quoi? Je lui ai dit t'inquiète, on va trouver de quoi parler. On va trouver de quoi Je parler. pense que ça sera pas un problème. J'ai sous-estimé au début, mais on a fini par trouver quelque chose. Mais oui, toujours. Ouais. Toujours, c'est ça aussi qui a changé avec mon expérience avec le podcast. C'est que les humains, on est fait pour discuter. Genre. C'est Ouais. vraiment. Ce qui gêne, c'est la friction, c'est le stress, Oui. tu vois. Ouais. Et après le 10e épisode, je me suis vraiment. On se laisse aller, puis... Moi, je me suis vraiment laissé aller. Et c'est un épisode. En plus, en fait, je pense que c'est le fait d'enregistrer les conversations, ça Oui. change directement. C'est vrai que ça change la façon dont on Mhm. interagit. Après, j'ai essayé de rester naturel, mais je suis un peu moins formel d'habitude. Ouais, un petit peu moins. Un petit peu moins formel. Ouais, mais non, ça va, t'es naturel. C'est Maroon, vous avez Maroon devant vous. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça, comme on dit au Québec. Bon, tu te sens comment là? Je me sens bien. On continue. Honnêtement, j'ai assez d'idées pour travailler avec. T'as le réservoir qui est Ouais, encore, là c'est encore plein rempli. parce que surtout la partie du ego, j'ai beaucoup aimé. Je Ouais. pense que je vais... Écoute, ce livre, je le mettrai en description pour vous aussi, les auditeurs. L'ego et l'ennemi. Ouais, 220 pages, qui valent la peine. bourré d'histoires inspirantes, d'histoires qu'on connaît moins. Il parle de personnages dans l'histoire qui ont façonné notre société et qui sont restés dans l'ombre parce que justement leur ego les a pas poussés à chercher plus de pouvoir. C'est un livre qui est très bien écrit, très bien documenté, donc voilà, c'est facile à lire et ça a un gros impact sur moi. Ouais. Mais ouais, moi j'aimerais passer sur un autre sujet, un Ouais. sujet que je vois que tu aimes et que je sais que tu aimes, c'est la religion. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ta relation avec la religion et comment elle a changé depuis 2-3 ans? 2-3 ans. Depuis que tu as 18 ans, depuis que tu Depuis as que j'ai 18 ans. Ouais. Ça, c'est un gros sujet, ça. Ok. Donc déjà, pour m'identifier... Moi, je suis pratiquant religieux. Je suis marounite.
d'où mon nom Maroun. En soi, on est catholique en arabe, entre guillemets, avec quelques traditions qui changent, mais on suit le pape, ses décisions, en tant que marounite. Pourquoi on nous appelle marounite, pas catholique? Parce que notre messe initialement était en syriaque, et puis il y avait un saint qui s'appelle Saint Maroun, qui était syrien, qui a vécu entre le Liban et la Syrie sur une montagne, et qui a converti la majorité de cette région-là au christianisme de par sa prière. Donc il faisait des prières, il faisait des miracles, et on est devenu des marounites. D'accord. Donc ça, c'est En le l'histoire. suivant. Voilà, donc ça c'est l'histoire pour le contexte. Voilà. Le marounitisme est très traditionnel. Et c'est très important de réaliser ça. Un des exemples les plus choquants pour la majorité des Occidentaux, c'est que quand tu te maries marounite, tu n'as pas le droit de divorcer. Wow. Ok? Wow. C'est pour la mort. Ok? T'es marié marounite, tu peux pas divorcer en tant que marounite. L'Église ne l'accepte pas. Il faut que tu te convertisses en orthodoxe ou en une autre religion, puis tu te divorces dans cette religion-là, puis après, tu sais pas si on t'accepte en tant que marounite en retour. Donc, très rigide en ce qui concerne les traditions. Très fervente aussi. Donc, le Moyen-Orient, surtout pour les chrétiens, est une zone pleine de dangers et qui ont poussé aussi beaucoup la fervence et la croyance parce qu'on n'a que Dieu pour nous sauver. Mhm. Le nombre et les armes ne vont pas nous sauver. Les médecins, les hôpitaux ne vont pas nous sauver. La majorité du temps, c'était vraiment les Donc miracles. vous êtes un peuple un peu à part Oui, et un peu isolé. isolés. Mhm. Très interconnectés avec le monde arabe, et surtout le monde occidental. Les chrétiens marounites sont très très proches, disons, de la France, par exemple. D'où aux Français qui ressemblent un peu aux Français de France. Beaucoup. Et puis, donc voilà, donc c'est très traditionnel et c'est très les traditions ont été imprégnées par le danger de disparaître, D'accord. dû à la présence de religions différentes dans la région, puis aussi aux, aux dynamiques de pouvoir qui sont très violentes dans le Mhm. Moyen-Orient, entre chrétiens et contre d'autres religions. Donc, D'accord. un des plus grands massacres durant la guerre civile du Liban, c'était entre deux partis politiques chrétiens. D'accord. Ok. Donc, sachant ça, toute ma vie, j'ai vécu Dieu, Jésus, est mon sauveur. Il est mon papa, il est plus important que mes parents. La Sainte Vierge est plus importante que ma maman. Ma mère m'a toujours enseigné, depuis que je suis petite, c'est elle qui m'a plus poussé dans la religion. Mon père, il est croyant beaucoup, mais Pas autant que ta mère. moins dans l'éducation. Oui, voilà, moins pratiquant que ma mère. Ma mère m'a appris, de mon très jeune âge, les deux personnes les plus importantes dans ma vie doivent être Dieu, la Sainte Vierge, puis après, papa, maman. Ok? Eh ben, Donc ça, c'est dès le plus jeune âge. C'est eux mes vrais parents. Ok? C'est lui mon vrai papa, c'est elle ma vraie maman. Si j'ai peur, je vais vers eux avant d'aller vers ma mère ou mon d'accord. père. Ça m'a permis aussi de créer un grand attachement à ces deux figures-là depuis un très jeune âge. Puis j'ai vécu avec beaucoup d'histoires sur les saints, les personnes qui se sont données vraiment à Dieu, qu'ils soient jeunes ou morts très jeunes, à 12 ans, il y en a, des enfants qui sont devenus des saints, qui ont fait des miracles, ou qui soient vieux, comme Saint Charbel, qui est un des saints qui fait le plus de miracles mondialement, et qui est libanais, pour lesquels il a sauvé ma vie plusieurs fois, et la vie de mon père aussi. C'est toute une histoire, mais en soi, mon père était supposé être mort pendant 2 heures à l'avance, mais ils n'arrivaient pas à trouver le problème. Puis on venait tout juste de revenir de Saint-Charbel, la chapelle qu'on avait prié. Donc, c'est des miracles comme ça qui sont passés Il a souvent. été sauvé. Il a été sauvé, il est bien. C'était un problème de quoi? C'était diverticulite. Son gros intestin a explosé. Et puis, il était en train de se faire... Par un choc? non, non, c'est comme... Il y a... En soi, disons, quand tu manges du cajou ou des aliments qui gardent des résidus, ils peuvent se coller au gros intestin et ils créent comme des poches de pus. D'accord. Et puis quand ça grossit trop, ça explose.
Oh. Et puis, ça contaminait, ça empoisonnait le corps. Et puis, ils ne savaient pas c'est quoi le problème, ils n'arrivaient pas à le déterminer. Donc, à la fin, après beaucoup de temps de tests, ils ont fini par l'ouvrir juste open complètement. Puis, Et ils ont le trouvé le guérir. problème, et puis c'est ça. Et il n'était pas supposé survivre. Il n'était même pas supposé parler durant ce temps. C'est that bad. Wow. Mais il a quand même pu non seulement, non seulement parler, mais il était comme contre l'anesthésie parce que tu sais, mon père il est très opiniâtre des fois. Il est comme qu'est-ce que vous allez me faire faire? Genre, il voulait savoir. Il faut. Et ouais, mais en plus, il était genre blanc. Genre, il était très blême comme Bah oui, son visage. j'imagine. Donc, dans ma jeune enfance, Dieu était celui qui pouvait me donner les pouvoirs des super-héros que je regardais sur la télé. Parce qu'on me disait genre, Dieu peut faire tout. Il faut que tu y crois et que ce soit bien pour toi. Donc moi, il y a une partie de ma vie où j'étais toujours en train de prier que je sois comme le gars de Fantastic Four qui faisait des Il flammes y a avec du ses feu. mains. Ouais, c'est ça. Très longtemps, j'ai fait cette prière chaque soir. C'était très drôle parce C'est que... mignon. Ouais. Et puis, arrivé à mes 14 ans, j'ai commencé à apprendre à propos des autres religions. Donc, surtout celle de l'islam. Puisque j'étais dans un programme français, je devais apprendre à propos de l'histoire du monde, incluant celle de l'islam et de son apparition. Et d'après les arguments de l'islam, j'ai commencé à me demander peut-être que puisque les juifs, nous, en tant que chrétiens, on considère que les juifs n'ont pas vu que le Messie est arrivé, ok? Mhm. Peut-être que nous, les chrétiens, on n'a juste pas vu que le deuxième Messie est arrivé. Parce que Mhm. moi, j'avais pas grand-chose comme... Genre, j'étais pas théologiquement super avancé, mais j'avais une grosse idée. Donc là, je commençais à douter ma religion. Et puis, je voyais pas pourquoi je pouvais garantir que Dieu est là. Mhm. Et c'était un grand shift dans ma vie. Parce que, à partir de là, j'ai commencé à faire un peu des crises de panique. Parce que Et oui, d'habitude, parce que ton monde s'écroule en fait. mon monde s'écroulait. Et puis, je rêvais toujours de douter de Dieu. Et quand je doutais de Dieu, je mourais dans mon rêve. D'accord. Et souvent, il y avait le diable qui apparaissait. Et puis, il y avait deux parties. Il y avait le fait que j'avais peur de la mort, puisque je n'étais pas garanti d'avoir Dieu après la mort. Mhm. Et puis, j'avais la peur de croire le mauvais Dieu, en général. Ok? Et c'était dur à reconstruire, mais j'ai appris deux choses. Première, que dans le christianisme, que ce soit vrai ou faux, je ne sais pas, mais c'est écrit qu'il n'y aurait pas de Messie après Jésus-Christ. Mhm. Et qu'il y aurait ceux qui feront semblant de l'être. Ah ouais. Donc oui, c'était déjà écrit. Et donc pour moi, c'était un peu un élément qui m'a redonné confiance en ma religion, qui était comme, on a anticipé ce problème. Ok? Maintenant, après avoir maturé à 18 ans, j'ai réalisé que ça pourrait être très bien une manipulation faite sur les lectures pour pouvoir garder les gens fervents. La deuxième réalisation, c'était je me demandais, est-ce que c'est nécessaire de valider cette vérité? Ok? Et là, ça a changé beaucoup ma perspective et je suis beaucoup plus nuancé. Donc, je crois énormément en mon Dieu parce que j'ai vu ses actions. Je suis convaincu. Mais pour que j'ai une foi, il faut que je le sois sans avoir de preuves. Ok? Il faut que j'accepte une vérité qui pourrait ne jamais être vraie. Mhm. C'est ça la foi. C'est une confiance que je donne envers Dieu. Et d'un point de vue plus psychologique, ça m'a permis de lâcher prise de beaucoup de choses, de beaucoup de Ça, mes c'était peurs. il y a quelques années ou récemment? À 18 ans, Ok. commencé vraiment sérieusement. Donc ça a commencé un peu vers 16 ans, mais 18 ans, là, c'était plus installé, j'étais plus mature, je voyais les choses plus clairement. Et le fait de pouvoir juste me dire, bon, voilà ce qui se passe dans ma vie, ok? Voilà toutes les autres religions que je connais, toutes des formes de spiritualité, toutes des formes de foi, ok? Mhm. La conviction elle-même ne me rend pas chrétien, ok? Le christianisme essaye d'aider, donc pour moi ça m'aide beaucoup à garder ma religion parce que c'est une des seules religions où il y a des miracles très actifs, ok? Donc très clairs aussi, bien médiatisés. Ouais. Donc, alors que même dans d'autres branches du christianisme, je vois rarement des miracles. Donc, en tout cas, c'est une expérience personnelle, bien sûr, mais dans le protestantisme,
ou j'ai rencontré aussi des jésuites, je pense, américains, qui parlaient aussi. Quand je leur demandais, bah, c'est quoi le miracle que vous avez vécu? Right? Pour moi, tout chrétien qui a eu de la foi, il doit avoir vécu un certain miracle, ou, tu vois. Rarement j'entends une réponse satisfaisante pour un miracle. Souvent, c'est des prédictions. Les prédictions, c'est un peu des biais cognitifs, à mon avis. Même les prédictions que moi je me fais, tu vois. Euh, mais, mais voilà, donc j'ai appris à me dire, probablement, probablement, que Dieu est plus universel que le christianisme. Mais il semble que le christianisme soit le plus proche de la vérité. D'accord. Ok? Et il semble que la façon dont je vis ma vie dans le christianisme m'apporte du bien et apporte du bien à ceux qui m'entourent. Donc ça ne sert absolument à rien de le douter ou de le changer, parce que Ça te fait du bien. c'est pas juste ça me fait du bien, ça fait du bien à ma communauté quand je suis chrétien. Lorsque j'aide, lorsque je partage, lorsque je fais en sorte de suivre mes responsabilités, ça m'a permis aussi de me pousser souvent, parce que la religion, c'était... C'est un moteur pour c'est toi? un moteur, oui, oui, oui. Je me sens extrêmement responsable en tant que chrétien. Tu veux... De mes responsabilités chrétiennes. Donc, que ça revient au fait de, si je suis chrétien et que je connais Dieu, j'ai 10 fois la responsabilité de quelqu'un qui ne le connaît pas de faire le bien dans le monde. D'accord. Je suis supposé représenter ma religion. Ouais. Moi, je crois pas en comment, tebshir. Ça serait... Le karma? Non, quand tu parles de ta religion, quand tu prêches. Ah ouais. Voilà. Donc, moi, je crois pas au fait de prêcher. Ouais, au fait de prêcher, c'est bien. Je ne prêche jamais. Et j'ai appris, que ce soit dans le christianisme ou dans ma vie personnelle, que la meilleure façon de prêcher, c'est de vivre ce que tu prêches. Oui, ouais, bah non. Donc, En général, hein, c'est ouais, ça. c'est ça. Donc, disons que je veux prêcher la générosité. Si dans ma vie, je suis généreux, et que tout chrétien est généreux, le monde va réaliser, attends, c'est qui ces gens qui donnent sans demander en retour, qui sont toujours heureux, qui partent jamais en prison, qui font pas de crimes, etc. Donc dans le cas extrême, le monde réalise que c'est surnaturel de toujours dompter la partie immorale de ton être. Et on reste clair, il y a une grosse partie immorale qui crée beaucoup de chaos dans toutes nos vies, Ouais. chrétiens ou pas. La religion n'est que l'antidote du chaos, ça donne de l'ordre, ça donne aussi une personne pour nous soutenir et nous permettre de nous aimer. Donc pour moi, Dieu, fondamentalement, quand il est venu sur terre, ce qu'il nous a dit, vous êtes des êtres vivants, non parfaits. La partie divine en vous, c'est votre capacité de distinguer le bien et le mal et de choisir l'une des deux. Le chaos sera toujours présent et ce sera toujours à vous de vous encercler d'ordre. Trop d'ordre, ça devient la tyrannie. C'est pour ça que le christianisme a dit que ce que j'ai compris, encore une fois, je ne suis pas certifié en théologie, mais ce que j'ai compris, c'est que, disons, les mœurs juifs sont très rigides. Et on voit cette critique par Jésus-Christ dans la Bible, qui dit toujours que votre intention est beaucoup plus importante que la rigidité des traditions et comment vous les appliquez. Donc vos intentions derrière ces applications sont très importantes. Et c'est pour ça qu'on remarque que le christianisme est assez influençable. Et c'est difficile de trouver cet équilibre entre laxité, donc de pouvoir toujours s'adapter, et de choisir le bien, toujours, et de savoir c'est quoi les choses qu'on ne peut pas transgresser, versus ce mal qui est toujours là, la tentation qui est toujours là. Tu penses que Et ce Dieu milieu nous... existe? Quoi? Tu penses que ce milieu existe, cet idéal entre les deux Oui, existe? elle existe, mais elle existe très momentanément. Donc elle arrive de temps en temps, lorsque tu mets beaucoup d'efforts ou aussi lorsque les événements se passent bien. Mais dans notre vie, on essaye toujours de se pousser vers cet idéal. On veut vraiment toujours essayer d'être
comme le dit Jordan Peterson aussi quand il parlait de la théologie dans 12 Rules for Life, j'ai lu juste les 2 premières règles parce que je les applique encore. Il disait, le meilleur truc c'est de marcher sur la ligne entre l'ordre et le chaos pour augmenter la zone d'ordre, mais aussi pour contrôler le chaos. Parce qu'il y a du bien qui vient du chaos. Oui, énormément de bien. Moi, je pense que le chaos est nécessaire. Moi, je pense que le chaos, c'est l'état par défaut. Oui, ça l'est. Parce que dès que tu commences à ajouter de l'énergie, à part si l'énergie elle est ajoutée pour créer plus de chaos, ce qui est la chose la plus facile à faire en fait. Hein. Ouais. Tu prends un mur, tu prends un stylo, tu veux créer du chaos, c'est très simple. Ouais. Tu prends ton stylo et on appelle ça gribouiller en français. Tu fais des traits et des lignes de partout sur le mur et ça y est, tu as créé du chaos. Mais si tu veux mettre de l'ordre et mettre un peu plus de... créer quelque chose, tu dois ajouter de l'énergie et peut-être faire un dessin sur le mur. Ouais. Et ça, tu vois, ça c'est... Pour moi, l'inaction, c'est un peu aussi un des vices. Et je sais pas comment c'est vu dans la religion maronite ou christianisme. Dans le christianisme, l'inaction, le fait d'attendre, le fait de pas faire que de penser, ouais. comment est-ce que c'est vu? Ça revient à la partie des responsabilités. Tu as des responsabilités qui te demandent d'être proactif. Et le manque d'être proactif, c'est un vice. C'est un vice, et puis ça revient aussi à être paresseux. Donc la paresse Ouais, est la un paresse, vice. c'est vrai. Donc C'est vrai. l'inaction par peur, toute action faite par peur n'est jamais chrétienne. Mhm. Ok? Le christianisme, il t'a dit de tête, du début, tu peux faire confiance à Dieu. Et si tu as confiance en lui, tu n'as pas peur. Mhm. Tu n'as qu'à faire tes responsabilités, faisant confiance que à la fin, même si tu vis des injustices sur terre, ok, Mhm. toi en tant qu'être, ton esprit, tu vas vivre, tout va être régulé à la fin, Mhm. quand tu meurs, etc. Et plus tu vis des injustices en mon nom, plus je régulerai ça quand tu reviens chez moi. Ok? Plus tu vas être, en fait, tu vas récupérer Exactement. dans l'après-vie. Dans la Tu dis quoi aux gens qui, comme moi par exemple, qui ne croient pas en la vie d'après? Je te dirais que c'est extrêmement logique. Qu'est-ce qui est logique? De ne pas croire en la vie d'après. Ok, c'est très logique. Et puis, c'est convaincant de ne pas croire en la vie d'après. Ok. Souvent, croire en la vie d'après, je peux y penser de manière très pratique que oui, tu vas rester conscient de toi-même. Mais à mon avis, tu n'es même plus toi-même dans la vie d'après. Tu te rappelles pas de ton histoire auparavant. C'est plus voilà. Je sais pas si tu as déjà vécu... Tu as fait un très beau rêve, mais tu te rappelles de rien de ce rêve. Bah, tous les jours. Mais tu sais que tu as fait un très beau rêve. Tu te sens vraiment bien. Genre, tu te Ah, rappelles... ouais, non, pas souvent, mais ouais, je vois ce que Disons tu veux que dire. tu te rappelles, tu as fait un très très beau rêve. Et tu sais pas c'est quoi. Tu as Mhm. aucune idée. T'as oublié. C'est ça. C'est un peu ça l'état dans lequel tu es, à mon avis. Ouais. C'est très personnel, mais à mon avis, quand tu meurs. Mhm. Et quand tu as... Genre, à mon avis, c'est comme ta conscience, the amount of guilt you have, je sais pas comment on dit, genre... La culpabilité que Oui, tu voilà. ressens. Le niveau de culpabilité que tu as, c'est ça qui va rester après, quand tu meurs. Mhm. Un peu comme ça. Parce Ouais. que souvent, tu deviens juste un port pour approcher le monde avec qui tu as vécu vers Dieu. Mhm. Donc, disons, Lucas, toi, tu meurs. Eid al-Shar. Il a touché du bois. Et puis, tu as été une très bonne personne envers moi. Et je sens que j'ai envie de mieux vivre à travers toi. Et je savais que tu étais chrétien. Ok? Et je savais que c'était ton christianisme qui t'avait rendu comme ça. Ta mort me rapproche de Dieu. D'accord. Ok? Et puis vivre bien, c'est rapprocher le monde de Dieu.
Donc tu deviens Souvent, je prie plus à un saint parce que il est plus réaliste. Il a vécu les difficultés que j'ai vécues. Beaucoup de saints, par exemple, Saint Antoine le Grand, il était riche, beau. Il avait des prostituées avec lui tout le temps. Et puis, arrivé à sa cinquantaine, il a tout lâché. Il a fait un pèlerinage dans le désert. Il a dédié sa vie à Dieu. Et un de ses plus grands démons, c'est que c'était devenu plus difficile quand il a tout lâché et qu'il s'est rapproché de Dieu. Tu es plus tenté quand tu es proche de Dieu. Et une de ses plus grandes prières, c'est s'il te plaît, aide-moi à ne plus imaginer ces femmes nues. Et donc c'est si simple que ça, tu vois. C'est cette fervence de te pousser à un peu dompter tes tendances euh, agressives ou mauvaises ou non éthiques qui souvent viennent d'un gain plus animal de pouvoir, de Mhm. contrôle, de peur. L'indique. Souvent c'est une représentation de tes insécurités. Et c'est plus facile pour moi de prier à cette personne-là que S'il l'être y a plus parfait. de, une plus grande La, connexion. la perfection nous juge surtout. C'est Mhm. ça, j'adore cette quote, c'est que l'être parfait nous juge surtout. Et on déteste être jugé. La naissance de la moralité, c'est venu avec la naissance de l'ego. L'ego, c'est la partie divine, Ouais. tu vois. Pourquoi l'ego? Parce que l'ego, c'est la partie qui te permet de dire je suis mieux, j'ai une valeur morale meilleure que quelqu'un d'autre, Mhm. ok? Et que je mérite plus. Et c'est la partie qui veut prendre vengeance, qui accuse, Mhm. qui, qui a Qui donne des honte. intentions aux C'est gens. elle qui a Ouais, c'est vrai, honte, c'est vrai. ok? Et c'est venu avec la moralité, même dans l'Ancien Testament. Tout ça, by the way, c'est un peu un recyclage de tout ce que je connais Ouais. en philosophie et dans la Bible, incluant Jordan Peterson qui en a énormément parlé, qui l'a disséqué et que j'ai beaucoup lu, donc juste pour citer mes sources. C'est Donc, bien, merci. donc c'est ça, c'est quand Adam et Ève se réalisent nus, ok? La seule différence qu'il y a, c'est que maintenant Adam a peur de marcher avec Dieu. Et avant, il marchait avec Dieu nu. Et parce que maintenant, il voit ses insécurités et il se fait juger en regardant la perfection devant lui. D'accord. Il est plus capable. Et marcher avec Dieu, c'est être honnête. C'est ça, tout se relie. C'est marcher avec Dieu, c'est un peu une représentation de être honnête, dire la En vérité fait, et être je honnête crois avec que toi-même avant tout. je pense que ton Dieu, la façon dont tu te sens avec ton Dieu et tout ce qui est ta foi, moi je peux le comparer un peu à la réalité et à la vérité. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, un peu l'idée de quelque chose qui est commun à tous et qui est bah, la perfection. Et dans un certain sens, tu peux dire que la vérité, ça se rapproche de ça. oui. Parce que du coup, quand tu es avec la vérité et que tu es tout nu, Mhm. et que t'as pas le mensonge, t'as pas de filtre, t'as rien pour t'aider et t'es juste toi, bah là c'est là que tu peux avoir honte selon qui tu es, tu peux être fier, tu peux avoir confiance Ouais. et je trouve que le parallèle se fait bien. Oui, Avec la religion, toi, tu, tu y penses tous les jours, c'est quelque chose qui est oui. avec toi à chaque moment? Les seuls moments où je ne pense pas à Dieu, c'est le moment où je fais quelque chose de mauvais dans la vie. Donc, D'accord. disons hier, c'est le meilleur exemple. Ok, Qu'est-ce que tu as fait? hier, je me suis réveillé, puis j'avais mon ami chez moi. Et on a passé une bonne soirée ensemble en tant qu'amis, puis on s'est réveillé, on a fait à manger, etc. Puis j'avais mis comme plan que j'allais étudier. J'avais des responsabilités à faire. Ok, donc, si je n'étudie pas, je suis supposé aider à la maison, etc. J'ouvre un manga que j'étais en train de lire il y a un bout, et puis je commence à lire le premier chapitre. Puis je lis le deuxième, puis je lis le troisième. Puis je finis par lire 13 heures de suite. 13 heures. 13 heures de suite. Oui. Ouais, t'as du mal à te contrôler tes Je pulsions. t'ai déjà dit ça. Donc, après 13 heures de ça, je retournais chez moi. J'ai réalisé, genre le soir à 1 heure du matin, ok, que en fait, j'avais pas prié ce jour-là. Du tout. Et que j'avais même pas pensé à Dieu dans aucune partie de ma journée. Et
Et c'est vraiment ces moments-là où j'oublie Dieu complètement. C'est dans les moments les plus bas que j'ai que j'oublie Dieu. Et souvent, c'est pour ça que j'essaye de commencer ma journée en priant. Et je finis ma journée en priant. Et puis quand je trouve des difficultés, j'essaie de prier ou d'écouter une chanson religieuse. D'accord. Les chansons religieuses, ça me calme. Honnêtement, je suis stressé, je suis anxieux. Ça me rappelle que, quel que soit le Ça te résultat... fait prendre de la distance aussi, j'imagine. Oui, quel que soit le résultat, c'est la volonté de Dieu, fini. D'accord. C'est la volonté de Dieu dans le sens que, même si ça ne l'était pas, ça le sera. Donc, il y a un concept très chrétien, un peu moins présent dans les autres religions, c'est que Dieu te laisse le choix de faire les choses. Tu vas sûrement faire de mauvais choix qui vont mal t'impacter, ok? Mais si tu es croyant et fervent, ces mauvais impacts vont te faire grandir beaucoup mieux que si tu avais juste fait ni bien ni mal, ok? Donc, vaut mieux que tu fasses des fautes. C'est l'action en fait. C'est Vaut mieux que important tu- d'être dans Voilà, l'action. c'est ça. Vaut mieux que tu fasses des fautes. Vaut mieux que tu vives ta vie et que tu lui fasses confiance que ce soit du bien ou du mal qui en sort. Les deux vont te bénéficier. Mhm. J'aime beaucoup. Ok, donc c'est ça. Donc je prie pour ça. Je prie Mhm. souvent. Et je te dirais, le grand shift que j'ai eu, à 18 ans, j'ai commencé à prier une seule phrase. Lita kon mashiatuka. Que ta volonté soit faite. Ok. Et avant, je priais pour une plus grande intelligence, je priais pour de bons résultats, je priais pour la santé du monde autour de moi. Maintenant, je prie que je puisse... Des prières moins d'ego peut-être. Oui, voilà. Exactement. Je pense. Ouais, ouais. Maintenant, je prie justement de... Aide-moi à... On dit... À combattre. On dit... de m'oublier moi-même. Ouais. De porter mes souffrances et ma croix et de te suivre. Oublier moi-même, c'est enlever mon ego. Porter mes souffrances, c'est accepter ta volonté. Donc de vivre à travers mes responsabilités et d'accepter tout ce qui en sort. Mhm. Même si, en faisant ma responsabilité chrétienne, ma famille finit par mourir, pour une raison ou une autre. Ok? Il faut pas que j'ai peur de ça. Mhm. Voilà, ça c'est l'extrême. Ça, je deviens un saint à ce moment-là. Tu vois, il faut pas que j'ai peur de ça. Mais c'est quelque chose qui est retrouvé dans la philosophie. Hein. Ouais, C'est ça, c'est... Même tu regardes les moines, tout ça, c'est les états qu'ils arrivent à atteindre, c'est la plénitude. c'est ça. Et puis, on dit une phrase que j'aime beaucoup qui m'a aussi permis d'être qui m'a permis d'être aussi un fervent des sports extrêmes. Ok? C'est Lan namut bal natrulul hayat, qui veut dire on ne meurt pas, on entre dans la vie. Et donc, honnêtement, après un très long moment, j'ai mal interprété cette phrase. Donc, pour moi, c'était j'ai plus peur de la mort. Ok? Genre, littéralement, je n'avais pas peur de mourir. Du tout. Waouh. Et j'ai dépassé ça parce que j'avais fait tellement une obsession dessus. Chaque soir, je rêvais de mourir. Et quand j'avais peur, le diable me tuait. Puis un soir, j'ai pu prier et accepter ma mort. Ok? C'est un peu comme si mon cerveau, j'étais tellement obsédé par ça que je reprenais l'expérience de si tu meurs, est-ce que tu auras assez confiance en Dieu pour ne pas avoir peur de ta mort? Et souvent, quand il y a des changements dans ma vie, je revis cette expérience-là. Et je me suis tellement habitué. J'ai eu un rêve où on avait mis un gun sur mon visage parce qu'il était fâché qu'il y avait une mauvaise note en musique. Ok, c'est genre de vraiment un rêve. Ok. C'est un rêve d'adolescence. Ouais, c'est ça. Puis le gars il a shoot. Mais j'étais tellement serein que je me suis pas réveillé immédiatement après être mort. Tu vois, j'avais comme la moitié de mon rêve était comme un peu genre bizarre, noir. Puis l'autre moitié, je voyais encore le gars, mes fades. Puis j'étais comme, est-ce que je suis mort? Après j'étais comme, probablement pas. Puis après j'ai ouvert les yeux. Mais au début, je pensais que j'étais mort pendant quelques secondes. Mais c'est le genre qui m'a poussé à vraiment prendre beaucoup de risques. Beaucoup de risques au nom de ma foi, mais aussi beaucoup de risques au nom de ma stupidité. Et il y a eu de grands changements à mes 18 ans. J'ai maturé. Donc, j'ai pu universaliser un peu ma vision de la religion et de
de m'accepter en tant qu'élément spirituel du monde, qui a le droit d'avoir une foi, et c'est une foi qui ne doit pas être... Elle n'est pas questionnée, la foi. C'est la conviction qui est questionnée. La foi, on lui fait confiance. Ok. Ça m'a permis aussi de comprendre mieux les messages implicites, vraiment très, très subtils, comme on ne meurt pas, on entre dans la vie, parce que tu vis dans le monde sur Terre. Donc, c'est prendre le risque de mourir qui te fait vivre, c'est ça? oui, oui, oui. Quelle que soit la vie que tu as vécue, ok, il faut célébrer une mort, parce que c'est la fin d'une belle histoire. C'est dur à accepter ça pour le monde. C'est très dur, très très dur. Aussi, troisième chose, c'est que être pratiquant, ou plutôt la définition d'un péché, c'est combien tu t'éloignes de Dieu, pas c'est quoi que tu fais. Mais certaines actions sont juste les conséquences de t'être éloigné de Dieu. Donc, lorsque tu t'éloignes de Dieu, lorsque tu t'éloignes ou tu te caches de la vérité, lorsque tu te caches de tes propres vices, de ta peur, de tes responsabilités, tu t'éloignes de Dieu et tu finis par faire un péché. Donc, des fois, tu pourrais t'obliger à ne pas pécher physiquement, mais si tu t'éloignes mentalement de Dieu, je vois ce que tu veux dire. Tu es quand même pécheur. Ouais. Et parce que finalement, tes actions ne sont plus orientées vers le bien meilleur du monde. Le tout dernier point, très très simple, c'est Tuba lil Busata, qui veut dire bénis soient les personnes qui pensent simplement. Ok. Ça revient à un argument philosophique que j'ai appris cette année-là sur l'utilitarisme. D'accord. Qui est basé sur le christianisme. Et une des thèses de philosophie que j'avais lues disait que l'utilitarisme se fait mieux lorsque on ne sait pas qu'on est utilitariste. Donc, lorsque moi je fais un effort conscient de prendre la décision qui, à mon avis, donnerait la meilleure sortie finale, très probablement que la sortie finale aurait été meilleure si j'avais pas pensé de cette manière-là. Donc, si j'avais pensé beaucoup plus simplement. Si j'avais pas fait les calculs de c'est quoi le bien meilleur qui en sortira. Je vois. Pour être utilitariste, tu dois ne pas le savoir. Je pense que c'est un bon moyen de terminer un peu le podcast. Là, je commence un peu à fatiguer. C'est vraiment très intéressant ce que tu nous racontes. Ça fait beaucoup. C'est très complexe. Ça fait beaucoup réfléchir. Et j'espère que les auditeurs aussi auront de quoi réfléchir. Ouais. C'est quand même, si vous écoutez ça, vous êtes fort quand même, parce que c'est pas facile à suivre, même pour moi. J'espère quand même que ça vous plaît, parce que moi aussi j'aime bien. La religion, je l'ai beaucoup condamnée personnellement dans ma vie. Et je me rends compte qu'en fait c'est pas aussi mal que ce que je pense. Et au contraire, c'est une bonne chose pour plein de gens. C'est pas quelque chose qui me manque, je pense. Moi, j'ai d'autres sortes de spiritualité, ça c'est personnel, mais oui, j'ai d'autres formes de spiritualité et je comprends la démarche 100%. Et merci de nous avoir... Ça m'a fait super plaisir. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Merci Maroun de nous avoir vraiment parlé de tous ces beaux sujets, de tout ça. Est-ce que tu as un message de fin pour les auditeurs ? Il va me manquer, Lucas. Il quitte. Alors, je sais pas si je l'ai déjà annoncé sur le podcast pour le coup, mais je pars du Canada pour rentrer vivre en France et peut-être aller vivre dans d'autres pays. C'est une page qui se tourne. Super. Mais voilà. Non, mais je reviendrai à Montréal, t'inquiète pas. Ah, j'ai trop hâte. Tu me racontes. Je vais te suivre dans ton. Avec plaisir. Dans ton bien sûr, je te rencontrer. T'as un message pour le public ? Pour le public, je dirais soyez indulgents envers nous, parce qu'on a parlé de beaucoup de trucs très complexes, on a sûrement fait des fautes techniques, et puis on a sûrement des idées fausses, tout simplement. Sûrement, oui. Sûrement, donc si vous avez des clarifications, ça me ferait super plaisir aussi de les voir. Ouais, si vous savez des choses qu'on ne sait pas, allez-y, mettez ça dans les commentaires. Et puis, merci d'avoir écouté. Merci beaucoup d'avoir écouté, ou regardé, ou les deux. Ou les deux, c'est ça. Tu te rappelles de la tradition de fin que j'ai ?
qu'on a Non, fait le j'ai- premier épisode. J'ai oublié. C'est juste te dire à bientôt ensemble. C'est Ah rien oui, de oui, fou. oui, ok, Donc, ok. Ok, vas-y. à À bientôt. bientôt.